HCFR, le podcast autour du cinéma. Salut les amis, je suis Clément, bienvenue dans cet épisode 6 saison 2 d'HCFR, le podcast cinéma, émission enregistrée en live à Paris en ce mois de juillet 2015, toujours accompagné de mon acolyte Xavier. Salut Xavier, comment vas-tu ? Salut Clément, bah écoute, ça va bien, sympa de se retrouver ici à Panama. Ouais, c'est clair, en live, puisque d'habitude, vous savez, moi je suis en France et Xavier est aux États-Unis, donc du coup... Là c'est bon, on s'est dit, bah voilà, allez, on se retrouve dans les villes de l'amour, hein, on va se situer dans Paris. Exactement. Paris, c'est parti pour... Voilà. Alors au programme de cette émission, on va faire un petit débrief de la Comic-Con qui vient tout juste de se clôturer à San Diego. Et puis pour conclure cette saison 2 du podcast cinéma, nous allons vous proposer une rétrospective des films sortis durant les années se terminant en 5. Allez, c'est parti. Voilà, il y a quoi faire. Donc on commence tout de suite avec la Comic-Con 2015 qui cette année a été un petit peu vampirisée par DC Comics, étonnamment. Ouais, mais bon, si Marvel vient pas se présenter à l'appel, ça me normal. Bonne stratégie en tout cas de DC. Hein. Tout à fait. Alors bon, tant sur le plan des séries télé que sur le plan du cinéma, ce qui nous intéresse beaucoup plus, avec entre autres Batman vs Superman, Suicide Squad. Voilà, où il y a eu donc à chaque fois des petits teasers, trailers, voilà. Ouais, un peu la nouvelle façon de faire du marketing, c'est de balancer des vidéos sur Twitter ou photos, la façon comment ils ont annoncé qu'il y avait Batman dans Suicide Squad. Ouais. C'est avec la vidéo filmée à Montréal, la course poursuite. Ouais, c'est intéressant comme stratégie marketing. Hein. Le truc, c'est que ça coûte que dalle au studio. Contrairement à avant, comment ils devaient dépenser des... Attends, sur un budget, c'était quoi ? C'était au moins un quart, même plus, qui allait dans le marketing. Maintenant, j'ai l'impression que tout est économisé, quoi. Il n'y a plus rien. C'est fou. Hein. C'est assez impressionnant. Et ce qui est encore plus impressionnant, je dirais c'est que, par exemple, pour Suicide Squad qui est en cours de tournage, l'équipe s'était quand même déplacée et pas resté longtemps, mais c'était quand même vachement sympa de pouvoir voir le casting, qui est assez impressionnant, il faut dire ce qu'il est. Oh la vache, 9 acteurs quand même, c'est ça de base. Ouais, et puis, ils ont annoncé qu'est-ce qui jouait le Batman là-dedans ? Je suis vraiment sérieux, mais j'imagine qu'il y a un lien forcément avec Batman contre Superman. Ah bah oui, il faut, ça serait intéressant. Mais c'est marrant, hein, l'utilisation de Comic-Con de plus en plus maintenant pour le cinéma. Hein. Ça fait quelques années que ça se passe comme ça, mais maintenant c'est devenu quelque chose de crucial en fait à la démarche d'un film. C'est clair. Ce que tout le monde attendait au fond, c'était surtout Star Wars. Non mais c'est sûr, je veux dire, attends, les gens qui voient le film, je suis sûr que même les gens qui ont vu qu'il y avait, on va en parler je pense, mais tu sais, du film Warcraft, avec les affiches, je suis sûr que même les gens ils en avaient rien à cirer tellement qu'ils voulaient des nouvelles de Star Wars. Non mais c'est clair. On attend tous avec impatience le trailer. On a eu 2 super teasers qui ont bien fait leur boulot, mais là écoute Clément, on arrive bientôt en décembre, on est loin, mais on arrive quand même bientôt en décembre, je suis pressé de savoir de quoi ça va parler, mais merde, c'est pas possible. Donc, voilà. Il y aura certainement une passation, quelque chose, tu vois, entre l'ancienne génération et la nouvelle. Ah oui, il y a des chances. Mais ça redonne envie. Hein. Cette featurette, sorte de making of, c'était quand même pas mal. Ouais. Ça faisait beaucoup ressortir, je trouve, la passion que tout le monde a. Enfin, c'est de la communication, hein, donc bon, j'imagine que. Mais la featurette était complètement montrée que. Alors, ça se voit directement dedans. 1, 2 et 3 sont complètement bannis. Ouais. Et 4, 5, 6, donc 77, 80 et 83. Ils sont vraiment au cœur du truc. Ils sont mis au cœur au point où on nous montre carrément l'engin de la caméra. Alors la featurette, comme Clément disait, c'est sorti au Comic-Con. Hein, c'est une sorte de... une featurette, vous savez, c'est une sorte de making-of teaser en fait. Ouais. Donc vous balancez des images, il n'y a pas vraiment le making-of où vous montre, vous explique ce qui se passe. Mais on vous donne quelques images de l'envers du décor. Et voilà, ils montrent en fait, ils ouvrent la caméra IMAX pour nous montrer bien que c'est de la pellicule et pas du numérique. Et on nous montre même une maquette, des personnes en costume, on nous montre même des gens en Stormtrooper, comme quoi il y aura de la CGI, c'est sûr, hein, c'est normal. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le simulateur là. Alors ça. Le cockpit du Faucon Millennium. C'est quand même incroyable, quoi. Avec les 2 caméras IMAX là. Tu vois, ça c'est intelligent. C'est l'utilisation de la technologie d'aujourd'hui pour améliorer les moyens prosthétiques et les engins mécaniques, sans avoir toujours recours à la 3D. Et ça change. C'est vraiment, je pense, durant le panel, c'est ce que DJ Abrams il a vraiment insisté là-dessus. Il voulait
très peu utiliser la CGI et faire beaucoup de trucs en décor naturel. Voilà, tu vois les efforts qui ont été faits sur les marionnettes et les choses comme ça là. Carrément. Simon Pegg dans son marionnette, dans son costume là. Non, c'est splendide. Hein. Et puis, je crois qu'on est en train d'avoir un petit retournement de situation sur la CGI là avec Mad Max déjà, qui nous montre bien. George Miller qui nous montre bien que c'est l'antithèse complète de l'Odyssée de Pi. Je pense que les gens en auront le cul, ça y est, on arrive à une étape cruciale là où on va retrouver la beauté du cinéma. C'est marrant, après tant d'années de CGI. J'espère qu'on va pas retomber dans le Terminator, la marionnette, là, c'était quand même pas très très bien fait quand même. Ça avait mal vieilli quand même. C'est vrai. Ça, à l'époque c'était extraordinaire. Ça a mal vieilli, mais à l'époque c'était extraordinaire. Ouais. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est ça le truc. À l'époque, c'était extraordinaire. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, quand même, tu vois, le Terminator Salvation avec le Arnold en 3D, il y a... C'est ce qu'on appelle en anglais, tu sais, le Uncanny Valley. Ouais. On comprend, c'est vachement bien fait, mais il y a quand même quelque chose qui nous choque. Ça nous met... c'est pas une question d'être mal à l'aise, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Notre cerveau nous communique bien qu'il y a une erreur. C'était pareil dans Tron, tu sais, avec Jeff Bridges, qui a été refait en jaune, là, c'était... Et puis, pendant qu'on en reparle, là, le nouveau Terminator, c'est ça, ils ont encore... 3D maquillé le visage de Schwarzy, très bien fait, on le voit dans ce sorte de petite séquence de 5 minutes qui a été lâchée où il bute les punks. Ouais, puis on voit aussi, c'est l'acteur avec les petites diodes là qui permettent de reconnaître. C'est ça, ouais. On le voit dans Star Wars, dans un feature de Star Wars, on voit bien aussi, le face tracking. Donc ça, c'est quoi? C'est la technologie Avatar qui est maintenant devenue mainstream pour ce genre de film. Motion capture. Motion capture du visage. Ouais, mais à ce point-là, tu sais, le suivi des muscles. Les muscles de la mâchoire et tout. Mais ça, c'est très utilisé maintenant dans le jeu vidéo aussi. Hein. Ah ouais. D'ailleurs, c'est un petit problème dans le monde du jeu vidéo, il faudra en parler une autre fois. C'est peut-être que des fois, on produit un peu trop sur les qualités des cinématiques et des choses comme ça. Et qu'on oublie l'essence même d'un jeu, le gameplay. Non, c'est sûr. Voilà, là, moi, j'attends toujours dans l'univers de Star Wars, j'attends beaucoup Battlefront, qui même si c'est du Battlefield, alors ça plaira pas forcément à tout le monde parce que c'est pas du RPG, là c'est vraiment des bastons, a l'air quand même, je sais pas si tu as vu quelques extraits de l'alpha qui traînent sur internet. Ah bah oui, il y a eu du drop là. Ça a l'air quand même vachement bien. Il y a eu du leaking, comme on dit, ça a leaké sur... Mais t'as vu, ils ont vraiment travaillé YouTube. Les sons, Enfin bon, on aura l'occasion d'en rediscuter également dans HCFR, le podcast. Mais là, c'est sûr que décembre, ça va être le Noël Star Wars. Tout à fait. Ah ben d'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, il y a aussi Warcraft. Alors étonnamment, on n'a vraiment pas vu grand chose, à part deux affiches qui sont pas forcément très rassurantes, et puis des costumes présentés sur le salon, mais rien de... Tu sais, moi j'avais l'impression que c'était un sketch, tu vois, une blague. Je veux pas être méchant, mais je voyais des affiches, je voyais tout ça, et je me dis, bon, tu sais, c'était quoi? C'était la légende urbaine, il y a quelques années, là, de Blizzard avec ce fameux film Warcraft, parce que la 3D de Warcraft, elle était impressionnante, elle avait ce côté encore plus impressionnant que ce que Sony avait fait avec Square Enix, là, le Ghost, je sais pas quoi, le film Final Fantasy, le long métrage. Donc il y avait ce côté où oui, Blizzard fait de la 3D splendissante, mais maintenant c'est devenu un standard. C'est fou. Donc ça a plus autant d'impact, et ça veut dire qu'ils perdent, je trouve, au marketing. Tu vois, c'est difficile de vendre un film. C'est-à-dire la 3D, elle est normale, et c'est vu comme normal. Ouais, mais là c'est carrément avec des vrais acteurs, hein, c'est ça. C'est ça qui est. Tu vois, moi ils auraient dû, je pense, étonnamment, parce qu'on n'en voit plus, des films cinématiques effectivement comme Final Fantasy ou comme ils avaient fait avec Advanced Children, qui était, moi j'avais trouvé très bon. Advanced Children. Ah oui, c'était le 7. Le 7 Advanced, une suite ou je sais pas comment on peut qualifier ça. Ouais, si t'as pas joué au jeu, tu pigeras que dalle. Ouais, mais techniquement c'était très réussi, et on n'en voit plus du tout. Non, je pense que ça coûte cher à la production aussi. C'est pas mal d'heures de travail, beaucoup de gens qui travaillent dessus. Je veux dire, quand tu regardes les films Marvel, c'est ça, dès que ça arrive dans le générique, il y a la partie des effets spéciaux. Et je suis pas persuadé que ça coûte si cher que ça à produire, parce que maintenant avec la motion capture. Ouais, mais ça veut dire qu'on embauche des acteurs, il y a tout un tracking, il y a un studio, après il y a toute la post-production. Oui, mais regarde, on fait bien des jeux vidéo beaucoup plus longs. Je pense à The Last of Us. Ouais, c'est pas faux. Où tu as eu, pas mal de prises de capture comme ça. Tu crois que c'est un gain de temps alors? Peut-être qu'ils ont pris des acteurs. Ça fait bizarre, ça fait un peu. Je sais pas, je pense qu'ils ont eu un gros budget, ils se sont dit on va l'utiliser, on va essayer de faire un truc, et je pense qu'ils sont en train de se planter, et pourtant tu as vu, ils ont déjà prévu de faire des suites. Donc, ouais, mais pourtant on connaît la façon de Blizzard, tu sais, quand ils aiment pas un truc, ils annulent quasiment au dernier moment. Je veux dire, on le voit dans Ghost, on le voit dans. C'est peut-être pour ça qu'on a vu aucune image d'ailleurs. Ouais, et tu te souviens, il y avait le jeu World of Warcraft Aventure, là, c'était un point and click à la LucasArts.
Ça aussi, ça a été annulé, mais il y a une version Starcraft, qui tourne. Le Starcraft. Ouais, c'était Starcraft. C'est ça, le TPS, Third Person Shooter. Qui est jamais sorti. Là, et d'ailleurs, pour ceux qui voulaient jouer à ça, il y a un autre jeu qui s'appelle Rogue Trooper, qui reprend un personnage de 2000 AD. Donc c'est l'univers de Judge Dredd, Strontium Dog, ABC Warriors. Bah écoute, le jeu, il est aussi bon. Hein. Pour moi, c'est ce qu'aurait dû être Starcraft Ghost. Donc si vous êtes déçus, je vous conseille tout de suite d'aller sur Steam. Il doit être à $5. Il est assez vieux, mais le gameplay est éclatant, quoi. Donc Rogue Trooper. Mais bref, ouais, World of Warcraft pour sauter là-dessus. Enfin, c'est pas World of Warcraft, c'est quoi? C'est Warcraft tout court. Ouais, ça fait bizarre venant de la part de Blizzard qui annule au dernier moment les projets qui n'ont pas l'air de marcher. Ouais. Peut-être que c'est le but, tu vois. Peut-être qu'ils vont au Comic-Con pour voir un peu les retours et puis on verra. Là, le problème, c'est que des retours, vu qu'on n'a rien vu. Bon, enfin. Mais peut-être qu'ils attendent ça, tu sais, ils voient les sondages. Blizzard fait toujours attention à leurs produits, donc peut-être ils vont juste entendre ce que se disent les gens bouche à bouche sur les forums, le Reddit, tu vois, tous les sites comme ça, surtout NeoGAF et Reddit. C'est des sites assez importants pour le marketing pour eux, ouais. Mais c'est bizarre, moi ça m'a vraiment paru sorti du bleu, tu sais. Ouais. Disons que c'est quoi ça? Parce que ça fait quand même longtemps qu'il est en production, il a été filmé il y a un moment, on aurait dû... Enfin voilà quoi, quand tu vois que Suicide Squad, ils nous sortent déjà des images alors que le tournage n'est pas terminé. Bon, c'est dingue, hein. T'as l'impression qu'on va voir les films en entier avant qu'ils sortent. Ouais. Tu sais, un peu comme d'ailleurs pour la transition, tu sais, X-Men Wolverine qui était sorti où tu sais, il était sorti 3 ou 4 semaines avant sa sortie cinéma. Oh, okay. Et en version non finie, tu te souviens pas, c'était une espèce le tout premier Origins. On voyait encore les fils qui tenaient des acteurs, il manquait toute une post-prod, il y avait encore certains moments, c'était des fonds verts dégueulasses. Ouais. Je pense que d'ailleurs que la Fox a bien retenu la leçon parce que celui-là était vraiment. Tu sais, c'est pas grave, le film était quand même pas top. Ouais, là, quand même, cette année, ils nous sortent des choses extraordinaires parce que Deadpool, moi j'ai l'impression que ça peut vraiment le faire, quoi. Alors là, c'est de la folie qu'on ait un film Deadpool. Pour l'instant, on n'a rien vu, mais ils ont l'air d'avoir tout compris à l'univers. Déjà R. Ouais. Donc ça, c'est vraiment c'est crucial. Une excellente chose. Je crois que ça va être un premier Marvel R. Et je pense aussi. Ouais, c'est impressionnant parce que attends, notre Superman c'était quoi, PG-13? Ouais, tout était PG. Oh là. Oui, il est temps qu'on ait des super-héros. Ah non, attends, il y avait les directs en VHS ou les directs DVD Blu-ray, il y avait les Punisher. Warzone. Punisher, c'était du R, ouais. Mais bon, qui était quand même pas. Mais là, c'est la première sortie cinématique, ouais. Donc ça sera intéressant. Ouais. Voilà, et puis Ryan Reynolds avait l'air de s'être éclaté sur le tournage. Dans le panel, était vraiment bien. Ah, il a tu as vu le petit clin d'œil là dans la mini présentation où il dit je veux pas le costume vert en référence à. Tu sais, c'est marrant ça. Lanterne. Ben ouais, quand il pense, il y a pas mal d'acteurs qui sont gourés dans un film de super-héros, ils renaissent. Tu sais, Ryan Reynolds dans Green Lantern, c'était une bouse, donc il renaît dans. Dans Deadpool, apparemment, ça se passe bien. Mais t'as aussi, comment ça s'appelle, t'avais d'autres exemples, comme Ben Affleck. Ouais. Ben Affleck, c'était Daredevil, c'était pas top. Et là, maintenant, voilà, Batman, ça a l'air plutôt de... Enfin, on sait pas encore, mais ça a l'air de... pas mal. Matthew McConaughey, Matthew McConaughey. C'est quand même la jurisprudence la plus impressionnante. Mais c'est marrant, ces acteurs, qui font ses premiers films pas top, et puis hop... Qui explosent, quoi. Ouais. D'un coup. Ouais. Tant mieux. Hein. Voilà. Et puis X-Men Apocalypse aussi avec le panel. On n'a pas vu grand chose pour l'instant non plus, mais là aussi ça avait l'air d'être fait avec Moi, le dernier X-Men était quand même vraiment réussi, moi je trouve. Je suis pas fan. Pour moi, c'était un peu la même chose que le 3, point de vue événement, ce qui se passait dedans. Et pourtant, je veux pas qu'on me comprenne mal, mais je suis un énorme fan de l'histoire de Days of Future Past. Ouais. Que ce soit la version des années 70 ou la version des 90. Ouais. Donc c'est les éléments cruciaux, c'est la version de base, c'était Kitty qui fait en sorte de voyager dans le passé via l'aide de Magneto. Ouais. C'est des trucs farfelus, hein, pas très scientifiques. Et puis le deuxième 90, c'était Bishop, qui va dans le passé via la technologie de Forge, qui explique aux X-Men ce qu'il faut faire. Donc l'équipe des années 90 avant l'équipe bleue et l'équipe Gold, c'est ça, Blue Team, Gold Team. Et là, donc ce film reprend un petit peu le mélange des 70s, que j'ai trouvé une bonne idée. Et puis tu sais, les X-Men, ils font ça bien maintenant, toujours prendre les événements de l'histoire, les mélanger en fait à l'univers fictif. Oui, tout est possible, c'est vrai que donc ça. Donc c'est la crise de missiles au Chili, guerre froide. Donc c'est ça, c'était vraiment chouette. Mais là, l'Apocalypse, je t'admets que comme le dernier, je sais pas, moi je suis pas chaud. Ouais. Je trouve qu'il faut voir la version longue. Tu sais que la version longue vient de sortir en Blu-ray. Ah ouais, de Days of Future Past. Ouais, où ils ont rajouté 15 minutes. 15 minutes. À voir. Il sort aujourd'hui, je crois. J'ai un coup d'œil, ouais. En Blu-ray. Donc, mais là, je t'admets que les X-Men, pareil que Spider-Man, tu vois, redonnons tout ça à Marvel, c'est bon.
Il est temps de voir un autre studio. Écoute, on verra ce que ça donne avec Deadpool. Laissons-leur une chance. C'est ça. Oui, c'est vrai que la Fox. Ouais. Ça, c'est fou. La Fox qui produit un Marvel qui a l'air pas mal. Les résultats ont l'air pas mal. Écoute, parce que le on jugera sur pièce, on jugera sur pièce. Parce que c'est difficile maintenant, on est étouffé par les films de super-héros. Ouais. C'est difficile d'en faire un qui sort un peu du lot et les gens se disent ok, ça m'intéresse. Et, parce que là, on est vraiment dans une spirale où c'est on commence à en avoir marre. Tiens, d'ailleurs, tu sais que pour l'anecdote, Ant-Man sort aujourd'hui, le 14 donc, un mardi, étonnamment, au cinéma, ce qui est très rare en français. C'est vrai. Ça se fait de plus en plus en France. Il y a certains films qui sortent le vendredi quand c'est des exclusivités mondiales, enfin en exclusivité mondiale, ils décalent. Mais là, je crois que c'est une première. Le mardi, c'est pas mal. Ouais. Mais c'est bien. Voilà. On ira le voir et on en reparlera dans notre épisode dédié au film comics de 2015 qu'on enregistrera avec Jérôme Tournadre en octobre à la fin de l'année. Voilà. Jérôme, si tu nous entends, on est chaud. Voilà. Allez, on va passer donc à notre cœur de sujet de ce podcast, les films des années 5. Ouais. Et c'est vrai que en préparant cette émission, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait eu quelques belles années, que ce soit 95 ou 2005. Est-ce que 2015 sera un bon cru ? Moi, j'aurais tendance à dire que 6 mois se sont écoulés et... On est bientôt à la fin, ouais. Tu veux qu'on commence à calculer à partir de quand ? Juste à décembre ? Tu calcules toute l'année ? Ouais, on calcule toute l'année. Toute la saison, je veux dire. C'est vrai que... Ouais, attends, un Star Wars cette année, ça va pas être difficile. Déjà, et puis on a quand même été très gâtés avec Mad Max. Mad Max. C'est pèse quand tu dis le nom du film. C'était incroyable. Incroyable. Mais je pense que là... on commence pas à en parler, sinon on va faire 1 heure ou 2. On en reparlera dans le premier épisode de la saison 3 d'HCFR, le podcast cinéma. Alors là, franchement, c'est parfait pour commencer une nouvelle saison. Exactement. Mais comme tu nous expliques, Clément, en effet, allons pas trop loin. Pourquoi pas commencer dans les années 60 ? Ouais. On va prendre les années Kubrick. Voilà, là on va se focaliser sur 65 avec la sortie et pour quelques dollars de plus de Sergio Leone. Un petit western spaghetti. Pourquoi ça ? Parce que Clint Eastwood, qui était quand même au sommet de sa carrière d'acteur. On va pas s'attarder sur le film, mais simplement ça nous fait rebondir de suite sur les années 80, on verra. C'est ça, et puis après, tu sais, on a commencé à voir les castings, on n'est pas encore au sens du mot de blockbuster, mais on commence à voir les castings de stars. Les Van Cleef, comme tu as dit, Clint Eastwood, ça commence à être du lourd. Il n'y avait pas Yul Brynner dans quelques dollars de plus, mais tu sentais déjà que non seulement le genre du western avait mais c'est des acteurs qui ont réussi par la suite à faire d'autres genres, d'autres films. Oui, et puis même changer de rôle. Carrément. Yul Brynner qui passe d'un robot à un cowboy au Prince et moi. Je veux dire, quelqu'un qui fait du drame, du romantique, de la science-fiction. Même aujourd'hui, c'est assez rare. Je veux dire, à part notre préféré, Monsieur du Sud, Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, exactement. Qui lui aussi sait s'adapter, mais Yul Brynner c'était un petit peu ça aussi. Enfin voilà, 65, quelques dollars de plus. Filmé en Panascope, il me semble. Ouais, donc ça on va peut-être revoir dans le nouveau Star Wars. On va peut-être retrouver du Panascope, Ça, et puis on va le retrouver, ça c'est sûr, dans le nouveau western de Tarantino. The Dirty, c'était quoi déjà ? Je sais plus le titre, ça m'échappe du coup, mais tu sais que c'est Ennio Morricone qui va réaliser la BO, incroyable. Ça fait 40 ans qu'il n'a pas fait de BO et il vient d'annoncer qu'effectivement il sera compositeur de la BO du film de Tarantino. C'est incroyable. Exactement. N'oublions pas Ennio Morricone pour ses BO western, mais n'oublions pas aussi Ennio Morricone pour sa bande originale de The Thing de John Carpenter. C'est quand même incroyable. Dans le genre. Oh la vache, qu'est-ce qu'elle est, comment on dit en anglais, creepy. Ouf. Bon voilà, donc on passe dans les années 70, donc 1975. Alors il y a quelques trucs bien sympas. Moi le film dont j'ai envie qu'on parle un petit peu, c'est quand même Les Dents de la Mer. Là on parle d'un chef-d'œuvre même aujourd'hui. Les Dents de la Mer, c'est qui marque quand même, je pense, une étape dans le cinéma, quoi. Il y a eu un avant et un après. Les Dents de la Mer, c'est pas un peu le film qui a créé le summer movie ? Ça crée en fait le summer movie. C'est grâce à ce film qui accepte ce terme en fait. Puis même le blockbuster tel qu'on l'entend. Blockbuster, aujourd'hui. Tu trouves, intéressant, Déjà qu'à l'époque c'était quand même avec des moyens un peu nouveaux, l'utilisation C'est vrai que ça coûtait cher, c'était combien déjà? Je ne sais pas du tout le budget, mais c'était assez important pour l'époque. 12, non? Ouais.
Je suis pas sûr, là, je devine. C'était assez important pour l'époque. C'est marrant parce que les années 70, tu sais, c'est le film catastrophe qui mène. Hein. Les années 70, c'est Tour Infernale, Aéroport, le Poséidon. Ouais, et pourtant, là, voilà, t'as Les Dents de la Mer qui arrivent, qui sont... Les Dents de la Mer, c'est quoi, basiquement? C'est un monster movie? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est fou, hein. C'est ça, et c'est même un peu le point de départ des films de genre, hein. On prépare aussi genre blockbuster, summer movie. C'est un film vraiment important. Est-ce que tu crois que c'est grâce à Dents de la Mer qu'on a les Sharknado et tout ça? Est-ce que tu crois qu'il y aurait tous ces films de requins à la con sans Jaws? Je pense pas. Je pense pas non plus. Hein. Honnêtement, je pense pas. C'est fou, hein. Ouais. Encore une fois, Spielberg. Hein. Ouais, tout à fait. Et de dire que le requin, tu sais, dans le tournage, ils en parlaient, le requin mécanique marchait quasiment pas. Et ils ont créé cette formule en fait de le moins t'en montres, le mieux ça marche. Bah ouais, tout à fait. Tu te rends compte, si le requin mécanique marchait, qu'est-ce que ça aurait donné le film? Est-ce qu'aujourd'hui ça serait pas vu comme quelque chose de. Tu sais, qui fait vieux, comme tu parlais plus tôt, de Terminator? La tête du robot, est-ce que ça aurait eu cet effet-là ou ça fait dater? Ah, c'est fou. Hein. Ouais. C'est marrant, ouais. On vous conseille d'écouter l'émission dédiée aux Dents de la Mer qu'avait réalisé Split Screen. Oui. Très intéressant, hein. Très bonne émission. Le tour du film, de la manière dont il a été fait, c'est vraiment super. Ouais. Un petit salut à Split Screen pendant qu'on y est. Exactement. Voilà. Bon, on aurait pu vous parler rapidement, effectivement, du Parrain, la deuxième partie. Bon, Francis Ford Coppola. Voilà. Le lourd, en plus, ça du 2 là, c'est waouh. Et puis chef-d'œuvre aussi, vole au-dessus d'Annie de Coucou. Milos Forman. Ouais. Jack Nicholson. Excellent. Ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière, je pense. Très honnêtement, voilà. Ou de Kubrick avec Barry Lyndon. Barry Lyndon. Alors là, la photo là-dedans, hein. C'est pas souvent qu'on revoit des films comme ça. Hein. Très bon film. Ouais. Bon, elle est passée aux années 80 avec 1985 et là, ça je connais bien. Très bon cru là. On rentre dans tes années. Wes Craven, on est dans Freddy. Exactement, le premier. On est dans Friday, non pas Friday 13, je veux dire Nightmare on Elm Street. Ouais, les griffes de la nuit. Les griffes de la nuit, exactement, ouais. Qui marque là aussi. Alors là aussi, bon, on est pile poil dans ces années 80, là, les films Halloween, quoi. Hein. Bah on est enfin après c'est ce qu'on dit le watershed quoi, c'est Halloween qui ouvre les portes et pourtant tu sais avant que Carpenter relance le slasher, il y en avait toujours un petit peu mais c'est vraiment Halloween qui a réussi à démarquer les normes de ce qu'on voit et en fait tous les slashers qu'on voit par la suite c'est des copies conformes, vraiment des plagiats mais en hommage à ce que fait Halloween. Halloween c'est watershed, ça a installé la base, ça a montré comment les choses doivent être faites et le réalisateur de Freddy, Vendredi 13, pardon, je mélange tous mes monsters là. Le réalisateur de Vendredi 13 avec Jason a bien dit qu'il a complètement copié Halloween. Hein. Il admet quoi, il me dit c'était parfait, c'était une formule qui marchait. Je voulais me faire du blé en tant que réalisateur, bingo. Hein. Ouais. Et tu connais Carpenter, il s'en tape lui. Hein. Il s'en fout quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Bon, autre grand film, Retour vers le futur, hein. Robert Zemeckis, là, qui va quand même aussi marquer toute une génération. Hein. 85, c'est le tout premier, c'est ça? C'est le tout premier, 23 octobre 85, sortie française. 23 octobre, c'est marrant ça, le mois de Halloween où il y a plutôt des films d'horreur. Ouais. Et là, on a un film fantastique qui sort. Ouais, grand moment. Ou alors aussi, je sais que tu aimes bien Richard Donner, les Goonies. Oh, c'est un de mes films préférés, ça. Ouais, tu m'étonnes. Tu sais qu'aujourd'hui, j'ai envie de le virer de ma liste des 5, j'ai envie de faire de la place pour les autres, je peux pas le virer. Hein. Qu'est-ce qu'il est bon, ce film. Alors, tiens, vite fait, qu'on fait une parenthèse là. J'ai vu qu'au Comic-Con, ils ont validé Goonies 2. Exactement. Et que tout le casting a accepté les mêmes acteurs. Exactement. Et le réalisateur aussi. Donc, Donner. Ouais. Donc c'est fou parce que ça veut dire qu'on va avoir Sean Astin qui va reprendre le rôle de Mike, mais surtout son frère, qui est maintenant un acteur très connu, du lourd, donc Josh Brolin, qui maintenant est quand même un excellent acteur et qui est assez connu dans Hollywood, assez haut placé. Ouais. Donc là c'est marrant de voir ça quand même, les Goonies, parce qu'on a quand même d'autres acteurs dans ce film, c'est Chunk et Data, Mouth. Mouth c'est l'un des comment il s'appelle, c'était les deux acteurs qui avaient le même nom, les Collins, c'est pas ça, c'était les Feldman. Il y avait Corey Haim et Corey Feldman. Donc Corey Haim, hélas, qui est décédé. Mais c'est Corey Feldman qui, lui, a une petite carrière indie, pas top. Il fait des clips vidéo de dance. Et là, c'est marrant si on le revoit parce que c'est un teen acteur des années 80 qui était présent dans. Et on a vraiment un revival des années 80. Oh ouais, mais le problème. Regarde Terminator, quoi. C'est l'exemple typique, quoi. Là, je vais jouer Mangza, mais le problème, c'est que tous ces revivals, c'est un peu de la merde souvent, quoi. On va voir, moi je prie que la suite des Goonies soit quelque chose où ils ont complètement compris ce qui marche, comme ce qu'est en train de faire Star Wars à ce qu'on voit pour l'instant. Ouais.
Je te dirai ce que je pense de Star Wars une fois que je l'aurai vu. Ouais. Je me suis déjà fait mal 3 fois de suite, avec épisode 1, 2 et 3. Donc c'est bon. Tu sais quoi, s'il y a Jar Jar, tout va bien. Voilà. Bon, voilà. Donc effectivement, Terminator, James Cameron. Oui. Voilà. C'était 85 Terminator. Et ouais, tout à fait. 24 avril 85 chez nous. Pareil, 84 aux États-Unis. Ouais. Et... Ah ouais, d'accord. Ouais, mais c'est pareil, tu vois du watershed encore sur la science-fiction. Ouais. Tu vois, Terminator, c'est malin, c'est comment prendre un univers qui est grandiose, qui a l'air de raconter tellement de choses, mais on va prendre juste une petite histoire, juste une petite partie, et on va les développer. Et encore une fois, je l'ai revu récemment. Le personnage de donc le héros qui voyage dans le temps, Kyle Reese, meurt vraiment en 2 secondes dans le film. Hein. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de conversation avec Sarah Connor. Tu sais, il a déjà bien encaissé sur la poursuite et je crois qu'il lance une bombe là qu'ils ont fabriquée artisanale. Et la déflagration le balance dans les escaliers, il meurt, c'est tout. Il n'y a pas d'adieu, il n'y a pas de plan serré, il n'y a pas de musique, rien, c'est juste mort. Et j'ai trouvé que ça marchait, ça avait encore plus d'impact. C'est un personnage auquel tu t'accroches tellement que le réalisateur te donne pas ce qu'on appelle closure. Donc C'est vrai qu'on s'étonne tous de la mort de grands personnages. Je pense à Game of Thrones, tu vois. À chaque fois, on tue des grands personnages. Il a bien dit qu'il s'inspirait de la guerre des roses. Ouais, hein, mais faut s'attendre à voir les gens crever. C'est ça. Et même d'ailleurs récemment, alors je vais pas spoiler, mais dans True Detective saison 2, il se passe un truc comme ça, enfin de ce qu'on comprend. Ouais. Même si c'est bon, enfin j'en dis pas plus parce que sinon je spoil. Mais voilà, c'est vrai qu'on est tous étonnés. Ouais, ça y est, il tue un personnage principal. Non mais on prend son temps quand on le tue. C'est ça. On fait du closure quand on prend son temps. On montre au spectateur qu'il est mort. Et c'est ça que je trouvais sympa dans Terminator, c'est le côté de le tuer et vraiment rien à foutre, tu vois. Il est mort. Ça. Tant pis. Et toi, ça te fait chier. Ouais. Mais en même temps, c'est bien parce que Sarah Connor, n'oublie pas, elle était en train de fuir le Terminator. Donc je trouve que ça nous raccroche encore plus d'elle. Parce que tu sais, on est pressé, on n'a pas le temps en fait de voir la mort de Kyle Reese, il faut toujours courir. Ça avait un côté qui accrochait. C'est marrant. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu une norme. C'est difficile de tuer quelqu'un, de se débarrasser sans filmer. Sinon, on a l'impression qu'on n'a pas fait son boulot. En tant que réal, j'ai l'impression que ça c'est. Ah non, il faut prendre son temps, c'était important. Tu sais, ça va vendre des t-shirts, des jouets, vas-y, fais pas ça, quoi. C'est pas. Peut-être je suis mauvaise langue aussi là-dessus. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est bon. En tout cas, on voit de plus en plus d'exemples et récents et en tout cas dans les séries. Bah, ça fait mal 85 là. Hein. Ouais. Il y a des gros films. Et n'oublions pas aussi que vous pouvez retrouver l'émission de Xavier, la VHS Massacre, sur laquelle on a décortiqué l'ensemble des Terminators jusqu'à présent. Alors ça, faudra faire une mise à jour. C'est vrai. Ça commence à être le podcast qu'on fait un épisode par an, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est vrai, le prochain, c'est prévu, c'est la saga Robocop. Voilà. Donc VHS Massacre, vous tapez ça sur Google et vous verrez. Je vais plutôt l'appeler la décadence de Robocop, parce que là, mon Dieu, à partir du 3. Aïe. Voilà. Bon, 85 aussi, année encore du western, étonnamment, parce que dans les années 90, on n'a plus trop d'entendre parler, étonnamment, mais voilà, avec Pale Rider, ce coup-ci avec Clint Eastwood devant et derrière la caméra. Ouais. Voilà, et puis Dangereusement Vôtre, étonnamment, James Bond. On va voir d'ailleurs que James Bond, on va le retrouver tous les à partir de maintenant, dans chaque année. Quasiment se terminant par 5. Et pourtant, les années 90, c'était le ralentissement des James Bond. Hein. Ouais, mais bon, voilà. Donc 95, effectivement, 95, grande année du cinéma américain, avec beaucoup de belles sorties. Et puis, étonnamment, beaucoup de SF aussi, 95. On commence l'année le 1er février avec Stargate, la porte des étoiles de Roland Emmerich. Roland Emmerich qui nous balance sa bible de science-fiction. L'un des derniers grands films en fait de Kurt Russell, si tu regardes bien, malheureusement l'acteur a vite été écarté des plateaux et c'est l'un de ses derniers grands films qu'il a fait, en tout cas grand film dans... On se demande si c'est par choix, Kurt Russell, parce que pourtant c'est un bon acteur. Ouais. Mais en tout cas, même si le film est peut-être pas... C'est pas l'un de ses meilleurs rôles en plus, le général là. C'est clair. Mais ça donnera lieu quand même à la série, qu'il faut bien l'avouer. Ah bah oui. Et même si elle est aujourd'hui assez kitsch, reste quand même... Ah non, ça reste un pavé de la série télé, bien sûr. C'est aussi grandiose que Star Trek. Ah oui. Ouais. Ça passe de données, sa communauté, c'est impressionnant. Ça a une durée de vie plus courte que Star Trek, c'est sûr, mais je trouve que ça a eu autant d'impact et d'importance. Ouais. On pouvait aussi parler dans un monde un peu fantastique de Tim Burton, de Ed Wood. Ed Wood. Grand rôle pour Johnny Depp aussi. Lettre d'amour à un de ses réalisateurs préférés. Qui était quand même le bidon quoi, l'acteur qui fait de la merde mais qui aime ce qu'il fait.
C'est beau, ouais. Non mais c'est sympa parce qu'on est quand même dans une époque aujourd'hui où on aime bien faire des bidons, des films pourris. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tu sais, les Sharknado. Le problème c'est que Ed Wood faisait du bidon sans s'en rendre compte. Il était vraiment passionné, pour lui il faisait des beaux films. Et le problème de tous ces trucs des studios, comment ça s'appelle, tu sais, encore ces requins ou Sherlock Holmes contre les dinosaures, tu sais, les Transmorphers. Le truc c'est qu'ils font exprès de faire de la merde. Donc ça perd son charme, ça passe, passe ce côté comme Samurai Cop. Ben c'est un peu ce qu'on pourrait appeler les nanars, quoi. Ouais, mais c'est du voulu, tu sais. Ouais, tu veux dire quoi, genre les Samurai Cop et compagnie? Ben... Ouais, c'est des nanars, mais c'est des nanars qui sont tellement mauvais, qui sont bons, ils sont incroyables. Quand tu regardes Miami Connection, Hard Ticket to Hawaii, tu sais, de toute façon, pour ceux qui se connaissent, hein, vous faites un tour sur nanarland.fr, .com, .org. C'est notre .fr, je pense. .fr, ouais, donc voilà, Nanarland qui regroupe vraiment les nanars, mais il y en a certains, voilà, il y a quand même des séquences et des acteurs qui se permettent de jouer des trucs, et tu dis non, mais c'est splendide, tellement que c'est mauvais, c'est incroyable, ça vaut le coup d'être vu. C'est clair. Incroyable. C'est clair. D'ailleurs, dans le rang un peu des films du genre post-apo, moi je pense à Waterworld, avec Kevin Costner qui est quand même pas non plus. Waterworld, c'était Mad Max sur l'eau. Voilà, ouais, réalisé par Kevin Reynolds, dont on n'entendra plus parler après. Tu te souviens quand même la campagne de pub pour ce film, hein? Je me souviens, il y avait TF1 qui avait carrément passé un article sur le catamaran du film pendant le journal de 8 heures. À quel point, tu vois, le marketing était passé comme quoi, non, c'est du gros news. Attention, ça rigole pas, on parle de choses scientifiques dans ce film. Quand tu le regardes, t'as l'impression de voir déjà le même scénario, le quasi même scénario de... c'était Mad Max Beyond Thunderdome. Ça se ressemblait beaucoup, hein. Non, mais ça, de toute façon, tu sais, le Waterworld, ça te montre bien le script de Campbell en trois étapes, hein, qui est complètement écrit. Là, le rising du héros, le mentor, on est carrément là-dedans, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Ah, c'est un exemple parfait pour apprendre à écrire un scénario. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Bon, il y a eu aussi pas mal de choses intéressantes. Par exemple, Apollo 13 de Ron Howard. Grand film. Apollo 13, ouais. Avec Tom Gary Hanks, Busey, Gary Sinise, je veux dire. Ouais. Et puis attends, en 95, moi qui est fan de Judge Dredd, 95 c'est le premier Judge Dredd. Exactement. C'est ça, hein. Le nanar, voilà, on y vient. Effectivement, le film qui se veut sérieux, qui n'est pas. Oh là. Catastrophe ce film, malheureusement. Alors si vous voulez vous marier encore plus, je vous conseille de regarder la featurette qui est sur le featurette making of qui est sur le DVD. Je sais pas s'il existe un Blu-ray de Judge Dredd. Oui. Enfin peut-être, mais c'est pas un remaster, c'est sûr. Mais la featurette, c'est Stallone qui nous explique, qui comprend tout, comment réaliser un comic book movie. C'est dur. Par contre, un truc intéressant dans ce film, je l'ai revu récemment pour voir à quel point c'était mauvais. Mais il y a un beau boulot sur le costuming, hein, quand même. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de décors, il y a des matte painting. Le problème, c'est qu'on a un Roy Schneider, c'est ça? Non, ça c'est Jaws. Comme on parlait les Dents de la Mer plus tôt. Tu sais, le pote de Adam Sandler et compagnie, là, Schneider machin. Ouais, c'est un personnage comique et on n'a pas besoin de ça dans un Judge Dredd. On a un Stallone qui enlève son casque assez vite. Ouais, il y a plein de choses qui vont pas. Ouais, mais pourtant, pareil, on vous conseille d'écouter à nouveau un épisode de VHS Massacre sur lequel on s'était bien régalé avec Xavier. Ouais, le tout premier qu'on a fait, Dredd vs Dredd. Ouais, tout à fait. On en parle pas mal de ça. Ouais. Voilà, et puis au niveau des comics, on a aussi quand même Batman Forever de Joel Schumacher, qui est quand même aussi... c'est le tout premier de Schumacher. Ouais, mais attends, moi j'aime bien celui-là parce que ça reprend les codes de la série télé des années 60. C'est très kitsch quand même. Mais non, mais c'est fait exprès, ça reprend tout l'univers un peu psychédélique des 70s. Et puis Schumacher, on sait très bien, il est très efféminé dans son design, dans son film. J'ai bien aimé, moi. On reprend un peu le Batman de... Comment il s'appelle c'est le Batman de l'époque quand Bob Kane écrivait, mais c'était Adam West. C'était le Batman d'Adam West, la Batmobile flashy, les couleurs explosives. Et puis c'était aussi l'époque où on commençait à mettre 2 antagonistes au lieu d'un dans les films de super-héros. Parce qu'on en avait Two-Face, Double Face et Enigma. Donc ouais, ça a installé des normes. Puis on a une jolie Drew Barrymore dedans. On commence à avoir Robin, c'est ça là-dedans aussi? Oui. Qui est donc l'acteur, c'était... je l'ai pas noté celui-là, malheureusement. C'est pas grave. Je l'ai pas noté. Je m'en rappelle plus, mais. Ouais, non, mais je sais que c'est vu kitsch. Attends, on est quand même mieux que Batman et Robin déjà, hein. Parce que là, Joel Schumacher, là, il exagère. Mais celui-ci, je trouvais sympa parce que tu sais, on a celui de Tim Burton qui reprend un peu les 80s de Batman.
Puis voilà, on a Schumer qui fait un revival des 70s de la série télé. Et puis maintenant, tu vois, on a Christopher Nolan qui nous a fait vraiment le Batman de Frank Miller. Ouais. Mais bon, c'est intéressant parce que maintenant on a un nouveau réalisateur qui est donc Zack Snyder, qui nous propose encore un nouveau Batman. Ouais. Et Ben Affleck d'ailleurs aussi qu'on aura puisqu'il réalisera le film solo de Batman. Le film solo de Batman, c'est fou. Hein. Ouais, non, ça nous permet de voir comme ça on aura plusieurs traitements, c'est toujours intéressant. C'est pas faux, tu sais quoi, pourquoi pas, je veux dire, ça fait pas de mal. Ouais, c'est comme Star Wars, hein. Ouais. L'idée que la nouvelle trilogie ne soit pas réalisée systématiquement par le même réalisateur, c'est toujours intéressant. Laissons la place aux autres. Ouais. Très très bien. Voilà. Et après, ça permet de faire des nanars, des fois. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est sûr. Alors, il y a eu pas mal de films d'action, étonnamment, cette année-là. Moi, je pense. GoldenEye 95. Voilà, donc déjà le James Bond, effectivement, qui pour moi est l'un des meilleurs, étonnamment. C'est James Bond dans les années 90, donc hacking, technologie avancée, ces nouveaux gadgets, puis voilà, toute cette nouvelle époque. Puis Martin Campbell déjà à l'époque, qui réalisera, le film est malheureusement pas sorti en 2005 mais en 2006, Casino Royale, qui est quand même un excellent James Bond. Casino Royale, bah là ça y est, on a une nouvelle ère de James Bond qui va bientôt se terminer. Bientôt se terminer. Alors tu sais quel acteur, ça y est, non, on va pas me revenir, mais un nouvel acteur qui prendrait la place de Craig justement. Ça change sans arrêt. Ouais, mais c'est cet acteur qui joue dans Band of Brothers, l'acteur roux là, Daniel. Tu sais, il joue aussi dans la série Life. Super acteur. Damien Lewis. Ah ouais. Damien Lewis, voilà. Damien Lewis qui va jouer nouveau. Qui joue potentiellement, ouais. Donc on avait aussi vu dans cette série là, tu sais, où il incarne un soldat qui a été retenu en Afghanistan et. Oh mais oui, mais quel choix fantastique, oui, de Band of Brothers, il jouait le capitaine. Voilà. Ouais, mais ça c'est fantastique, j'étais pas au courant. Tu me l'apprends là. Mais c'est génial. Ouais, ça serait bien, hein. Homefront. Mais quel casting excellent. J'aimais bien Idris Elba. Et ouais, mais il a refusé apparemment. Bah ça a créé toute une polémique. Ouais. Hein. Mais moi j'étais vraiment à fond pour Idris Elba. Mais là je t'admets, rappelle-moi son nom, Damien Lewis. Damien Lewis, parfait. Très bien, comme Idris Elba. C'est quand même pas mal, hein. C'est marrant parce que ça fait un peu retour. Parce qu'il a un physique très militaire et puis justement comme il a pas mal incarné de militaire dans ses différents rôles. Ça me fait penser à Timothy Dalton. Ouais. Ça me fait penser à Timothy Dalton, c'est ces deux rôles qu'il a eu. Et moi ce que je reprochais à Dalton c'est que dans les Dalton scènes... justement, tu vois, c'est ça, il me semble qu'il a fait le lien entre Tu n'es pas joué entre Moore et Brosnan. C'est des années 90 ça, non? C'est ça, ouais. Ouais, parce qu'on a d'abord eu Sean Connery. Bon, on n'a pas eu Sean Connery tout au début, on avait Casino Royale là, j'ai oublié le nom de l'acteur. Ça je me souviens. Après il y a Sean Connery, après on a eu un petit trou avec l'acteur là, comment il s'appelle, celui qui a fait Au service de Sa Majesté, que tout le monde crache dessus, qui est pourtant un excellent acteur, moi j'aime mieux. Après voilà, on a les années 70, donc on est dans le funk disco avec Roger Moore. Et puis après voilà, Timothy Dalton, qui devait être à l'époque, ça devait être Pierce Brosnan. Mais Pierce Brosnan, il a été pris pour jouer dans une série télé, là j'ai oublié le nom. C'était une série télé, donc il a vu que... tu vois. Ouais, c'est Timothy Dalton. Et c'est lui, il était vachement jeune, il avait quoi, 18 ans. C'est lui qui devait être le nouveau James Bond, tout jeune, tout frais. J'ai oublié le nom de sa série british qu'il a fait, mais ça a très bien marché. Donc, tu sais, entre une série télé et un film, c'est chaud. C'est chaud. Surtout en Angleterre, parce que les séries télé ont toujours eu. Enfin, regarde Doctor Who. Les séries anglaises sur les espions et les agents secrets, je veux dire, tu sais, les Avengers, Chapeau melon botte de cuir. Ouais, mais en Angleterre, il y a une vraie culture de la série qu'on n'a pas nécessairement en France, quoi. Et en termes de réalisation nationale. Enfin, je me souviens plus de cette série. Et puis voilà, après, t'as Pierce Brosnan qui l'a fait pendant très longtemps. Ouais. Et maintenant on a un Daniel Craig qui est pas mal, ce James Bond, hein. Tout à fait. C'est fou, c'est violent. Enfin, en tout cas, ça serait intéressant de voir la suite. Là, c'est vrai qu'on en parle un peu à chaque épisode de James Bond, mais on a un spectre à la fin de l'année. Parce que c'est un reboot, sans s'en rendre compte, on nous a balancé un reboot. Et pourtant on s'y attendait, le premier s'appelle Casino Royale, c'est sûr que ça va être un reboot. Mais je sais pas, moi j'ai vu que du feu, je pensais que c'était pas. Je pensais que c'était juste, non, on va juste reprendre une histoire, on va se la jouer, mais après t'as M qui est décédé, pourtant qui existait dans les précédents. Et maintenant tu reviens à Mother, donc le mec dans le cabinet avec Manipani. C'est bien de jouer avec ces codes-là. Mais tu te rends compte parce que l'univers se suit, on est d'accord, l'univers s'est toujours suivi, mais c'est bizarre parce qu'on a fait un reboot. Sans avoir un reboot, en fait, on est revenu aux origines. Attends, moi, c'est un mindfuck pour moi, cette histoire Clément, là. C'est assez impressionnant. Il n'y a jamais eu de moment où tout a recommencé à zéro.
Donc c'est bizarre, c'est une sorte de trou noir en fait. Ouais, mais c'est ce qui fait le charme des James Bond. Ah non, c'est génial, ça marche. Bon, autre film d'action majeur, Une journée en enfer, peut-être le meilleur d'ailleurs des Die Hard. Ah, le meilleur film de Noël. Ouais, toujours McTiernan. John McTiernan, ouais, Monsieur Predator. On retiendra surtout le rôle de Jeremy Irons qui est... Oh, mais j'adore le doublage avec l'accent allemand. Ça c'est le 3 ça, non? Oui, c'est le 3. Ah, donc Piège de cristal, tu veux dire pas Piège Non, de là c'est Une journée en enfer. Mais oui, mais Piège de cristal c'est les années 80. Ouais. N'importe quoi, moi. Ah ouais, il est bien. Il est excellent, moi. Simon. J'adore Samuel Jackson. Non, c'est le frère de Hans Gruber, Simon Gruber, c'est ça. Donc cette fameuse scène là, tu sais, où Samuel Jackson sauve plus ou moins la vie de Bruce Willis qui porte une pancarte là, un truc, tu vois, hyper raciste là de Oh, yaï. Et voilà, qui est bon, très très drôle ce film. T'as les mecs qui sont assis au bord de l'escalier, qui le voient d'un coup, il y a l'accès, tout musclé, qui fait What the fuck. Excellent. Et le début du film excellent dans la camionnette à l'arrière. Ouais. Hein, tu te souviens, et tu vois juste un McClane tout blasé, fatigué, épuisé. Et, on aimerait bien retrouver quand même. Moi j'avais bien aimé le 4, tu sais, on en avait parlé. Le 5 est raté malheureusement. Le 5 est une catastrophe. 4 et 5, je suis pas fan. C'est plus John McClane. C'est des bons films d'action, mais c'est plus le même personnage. Mais le 5 est vraiment raté. Le 4 c'est pas les Die Hard tout ça. Bon, en fait, écoute, on verra s'il y a un 6, mais c'est vrai que c'est un peu déceptif. T'as vu là comment on se confronte là-dessus, c'est intéressant. Et oui, mais moi je suis un enfant des années 90, monsieur. Ah non, bah justement, t'as grandi avec derrière 3, attends. Ouais, c'est vrai. Attends, t'as vu comment il est fatigué, il a l'histoire de sa femme divorcée. J'ai aussi grandi avec Roland Emmerich et Michael Bay, avec Bad Boy, donc qui est aussi sorti en 95. Bad Boy... Ça, c'est une production de... Bad Boy, c'est intéressant parce que le réalisateur, c'est qui? C'est Michael Bay. Ouais. Mais c'était produit par Jerry Bruckheimer, non? Je ne me souviens plus, je dois t'avouer. En tout cas, je sais que j'avais beaucoup aimé. Ouais, mais c'est l'époque pre-Michael, quoi. Bah oui. Par contre, on va éviter de parler du 2. Le 2 est un peu raté. Et donc le 3 est en cours d'écriture, je crois. Ouais. Et le 3 est en cours d'écriture, je crois qu'ils doivent le filmer l'année prochaine. Pourquoi faire? Et ouais, écoute, bon, et puis là on arrive aussi à un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre en tout cas. Usual Suspects. Ah bah oui. Voilà. Kaiser Soze. Avec bien sûr le grand Kevin Spacey. Give me the fucking mic. C'est quoi? Give me the fucking... Merde. Je peux pas t'aider. Give me the fucking drugs, you cocksucker, motherfucker. Tu te souviens dans l'interview? Quand ils doivent give me the fucking machin, ils doivent tous répéter la même phrase. Ouais. Kevin Spacey, ouais. Grand acteur. Le genre de film qu'on peut facilement spoiler à un ami. Enfin, attention. Là, tout le monde dit que les spoilers faciles, c'est Sixième Sens. Ah non, avant ça, il y avait Usual Suspects. Ouais. Et puis autre très bon film, USS Alabama de Tony Scott, bien sûr, avec grand Denzel Washington. Ah mais Viggo Mortensen, moi j'avais bien aimé, tu vois. Bon, c'est film d'années 90, on est d'accord. Hein. C'est sûr que tous les lignées des films, c'est marrant, ça se fait plus comme genre, ça, le sous-marin. Ouais, parce que t'as les plus grands, c'est Das Boot, U571. Ouais. Après, il y avait carrément les parodies du genre Periscope Down. Qui sont les films comiques c'est vrai que les films de sous-marins, je crois qu'ils en ont sorti un si récemment, il me semble, en France en tout cas, en direct ou DVD, avec parce que ça c'est des années 90 ces films de sous-marins, tu vois. Et il y avait le K-19 avec Harrison Ford, le sous-marin russe, ça disparaît ça. Je crois que K-19 c'est pas 2001, 2002. Ouais, début des années 2000, ça me semble bien. Ouais, pourquoi pas, c'est un genre de film qu'on aimerait bien revoir, surtout, tu vois, tu mélanges ça avec un petit Godzilla, un équipage de sous-marin qui ne sait pas, mais en fait il fait face à un monstre, et t'apprends ça, c'est le twist à la fin. C'est ça, c'est sûr que... Bon, vas-y, on va appeler la Fox. T'as raison. Voilà, puis sinon, beau film aussi de Mel Gibson, certainement son plus grand film, Braveheart. Ah bah si tu parles Braveheart, on peut parler vite fait de James Horner. Ah oui. Donc le compositeur de Braveheart. Qu'on paye nos respects, voilà, ceux qui savent pas, il est mort dans un accident d'avion, mort tragique. James Horner était surtout connu pour sa bande originale assez impressionnante de Titanic aussi, qui a gagné pas mal d'Oscars, de prix. Oui.
Surtout, bon, après, je sais qu'on l'a un peu trop entendu, mais c'est même lui qui avait composé la chanson de Céline Dion, My Heart Will Go On. Donc, même si on a beau s'en moquer, c'est quand même quelque chose qui restera dans les annales de l'histoire du cinéma en bande originale. Ouais. Donc voilà, rest in peace, et puis merci pour ton talent. Hein. Merci de nous avoir fait rêver au cinéma avec une magnifique composition orchestrale. Tout à fait, tout à fait. Ouais, donc d'ailleurs, on pourrait parler aussi d'un excellent film romance sur la route de Madison de Clint Eastwood. Voilà, tu m'as perdu, Clément. Allez, dis-moi que tu finis pas 95 comme ça. Non, on va pas finir comme ça. Okay. On va finir par un excellent film, tu vois. Je te garde la surprise. C'est pas faux, en effet. Non, mais Clint Eastwood, c'est un très beau film. Mais c'est lui qui l'a réalisé en plus. Ouais, tout à fait. Il joue dedans. Moi, je classe vraiment dans une catégorie excellent film. Franchement, voilà. Non, pour finir cette magnifique année 1995, moi j'avais envie de te parler d'un chef-d'œuvre. C'est Mortal Kombat. De Paul W.S. Anderson. Paul Anderson. La meilleure adaptation de jeu vidéo ever. C'est pas faux. C'est la meilleure. Tu sais quoi? C'est bien dit. C'est la meilleure adaptation. Elle est incroyable. Elle suit à la lettre l'histoire du Netherrealm. Il suit les personnages, leurs origines, leurs caractères. Même Johnny Cage avec son ego surdéveloppé. Mais c'est parfait. Et puis le casting énorme avec. Mais même le finishing, les arènes. À Christophe Lambert dans une production américaine. One Again, allez. Non, mais c'est parfait. Comment est-ce qu'ils ont fait pour merder le 2 et le 3? Mais comment tu fais pour te planter? C'est Mortal Kombat. C'est fou ça. Hein. Ouais. Oh là là. C'est marrant, tu sais, avec des potes, on parle, comme il y a 3 grands Anderson au cinéma, en fait, on les nomme par rapport à leur chef-d'œuvre. Donc ouais, tu vois, comme il y a 3 Anderson connus au cinéma, avec les potes, on se dit qu'il y a Mortal Anderson, il y a There Will Be Anderson pour Anderson avec Inherent Vice et There Will Be Blood, et après on dit Grand Hotel Anderson pour Wes Anderson. Ouais. C'est ces 3 Anderson là. Profils différents. Et ces 3 Anderson déchirent dans ce qu'ils font, mec. Qu'est-ce qu'il est bon ce Mortal Kombat. C'est clair. Ouais, mais là tu finis 95 en beauté, Clément. Ouais, c'est parfait. C'est sûr que c'était parfait. Bon, allez, passons aux années 2000, peut-être même la mais j'ai envie de parler Mortal Kombat maintenant. Allez, passons à 2005, donc nouvelle décennie et grande année du cinéma. Puisque en fait j'ai une belle listasse là. On va pas parler de tout bien sûr, mais une grande année parce que pas mal de nouvelles franchises, pas mal de blockbusters très intéressants, et puis aussi pas mal d'indés, des choses vraiment passionnantes. Alors par quoi commencer? Tiens, on va commencer par Star Wars épisode 3. La revanche des Sith plutôt. Voilà, donc de George Lucas, sorti le 18 mai 2005. Donc et qui entérine une prélogie massacre. Ouais. Si on peut appeler ça comme ça. C'est le dernier coup de pelle pour foutre de la terre dans la tombe de Star Wars. Voilà. C'était la fin. Ça y est, on a fini d'achever les fans. Ouais. Les fans, moi j'en faisais partie, on s'accrochait à tout. C'est dommage parce que tu vois, ce film-là qui conclut la prélogie et qui donc parle de la transition du bien vers le mal, une transition qui dans le film se fait en l'espace de 5 secondes et en retournement de situation. Ouais. Rejoins le mal. Non. Mais tu sais, je rejoins le mal. C'est ça. Anakin, j'ai plus haut terrain que toi. Je sais pas quoi, à la fin, quand Obi-Wan lui coupe les jambes. Ah, mais c'était infernal. Tu sais, c'était vraiment le dernier coup, quoi. Et pourtant, quand t'es fan, tu t'accroches. Tu dis, mais non, mais le 1 et le 2 ça allait encore. Le 1 c'était nul. Le 3 ça va être bien. C'était bien, son Mustapha avec les effets spéciaux. Non, mais attends, mais ce combat final, il dure combien de temps? 30 minutes? Ça en finit pas. C'est juste une bande. C'est une démo pour les effets spéciaux. Ouais, et je trouve qu'il y a même finalement, assez peu de fanservice dans ce film. Mais que dalle, on s'en fout des fans. Non, tu vois, je suis bien content pour l'instant de ce qu'on avait de les featurettes d'épisode 7, là, il n'y a rien de 1, 2, 3. Même la technologie, même le design, il n'y a que dalle. Ouais. Hop. Non, c'est dur là, tu commences en 2005. Ouais, il fallait. Remonte-moi le moral. Ah ouais, mais il fallait commencer par quelque chose de marquant. Un peu, commençons par le mauvais pour finir sur le bon. Après Mortal Kombat. Ah ouais, là la pente elle vient de piquer pour retomber, tu vois, c'était assez violent. Bon, non, alors, moi il y a un film qui est marqué, qui est pas un grand film, mais qui est très intéressant, c'est H2G2, le guide du voyageur galactique. Celui-là, tu l'as vu celui-là?
Alors c'est de Gareth Jenkins avec Martin Freeman. Ça te dit quelque chose, ça, ou pas? Tu vois pas cette espèce de robot bien là? sûr, c'était une série télé britannique, même un jeu vidéo texte-aventure. Ouais. Et puis après, il y a eu le fameux film, donc c'est ça, en 2005, ouais. Et qui bien ce film, alors c'est marrant, tu vois. Alors c'est un livre à la base, c'est ça, c'est un livre à la base. Ouais, il faut toujours avoir une serviette sur soi quand on voyage. Ouais, c'était 2005, ouais. Et c'est marrant parce que tu vois, j'en garde un bon souvenir de ce film, même si, bon, c'est pas un très grand film, mais je trouvais que l'histoire était... Puis Martin Freeman, premier rôle au cinéma. Martin Freeman, pas de bêtises. Et qu'on retrouvera donc dans le Hobbit aussi, quelques années plus tard. Qu'on retrouve dans la série télé Sherlock. Ouais, tout à fait. Voilà, donc un film assez intéressant. Alors qu'est-ce qu'on a aussi Serenity, l'ultime rébellion de Josh Whedon qui conclut la série, si je ne dis pas de bêtises. Vu comment la Fox a abusé de Firefly, Josh Whedon, grâce à l'achat des Blu-ray, à la thune qu'il avait accumulée, il a pu produire ce film qui est un peu la conclusion à Serenity, à Firefly. Ouais, un grand Nathan Fillion dedans. Nathan Fillion, ouais. Toute l'équipe de la série télé est là. Hein. Ouais. Très, autre film, autre registre, Harry Potter et la Coupe de Feu, qui est pas forcément le meilleur, qui est un épisode assez transitoire en fait, puisque si je dis pas de bêtises, c'est le 4e volet. Les 3 premiers étaient assez enfantins, il y avait rien de... Le deuxième était vraiment, je me souviens, c'était Chris Columbus le 2 ? Je ne sais plus. Le 1 et le 2 ? C'était qui le 3e déjà ? Ou 4e Le 3e Prisonnier d'Azkaban. Le 3e c'était le Prisonnier d'Azkaban, c'était un grand réalisateur, c'était... Ouais, parce que c'est là où ça commençait à être intéressant. Ouais. Voilà, et le 4 c'est un épisode transitoire parce qu'on passe vraiment de l'enfance à l'adolescence et on commence à percevoir l'aspect noir de la série, hein, ce côté obscur où le mal prend une place prédominante, enfin commence à prendre le dessus sur le bien, quoi. Ouais. C'était pas mal. Ouais, puis, la fin était bien la Coupe de Feu, tu sais, quand ils sont dans le labyrinthe et ils retrouvent l'adulte ado. La fin est très très... Ouais, c'était comme la fin des avant-derniers, tu sais, quand il meurt, le grand sorcier avec Harry en train de boire l'eau sacrée. Ouais. Ces deux fins-là, c'était sympa, intéressantes. Mais le film lui-même, ça va, ça reste très 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 enfantin, hein. Mais c'est très bien comme film aussi. Il faut tout. Hein. Ouais. Bon, autre grand film, King Kong de Peter Jackson. Oh putain, le film qui prend 1 heure à démarrer, quoi. Il est très long à démarrer. Mais moi je garde cette scène en tête, cette scène là justement où tu as King Kong qui sauve Naomi Watts là, tu sais là, des raptors là, enfin c'est bien, elle est assez longue cette scène, mais elle est très très bien. C'est tout un truc en script, comment dire, oui, c'est une course-poursuite, action, il se passe tellement de choses là-dedans, où il se bat contre les 2 T-Rex. Ouais, c'est ça, oui. Il tombe là, enfin bon, bref. Elle est très bien réalisée cette scène. Mais il était sympa, c'était une bonne surprise sur King Kong, hein. C'était pas... Ouais, il était très sombre par contre, hein. C'est pas... bien. Ça n'a pas autant marqué que l'original, tu vois, par rapport à notre temps. Ouais. Mais c'était quand même intéressant, il y avait une chose sympa. Ouais. Et puis les fameux insectes dans le puits, là, c'était du Peter Jackson tout craché, ça. Ouais. Non, c'est sûr. Il n'y avait pas Shia LaBeouf aussi là-dedans ? Il y avait Shia LaBeouf, Adrien Brody, Naomi Watts. Ouais. Ça, Naomi Watts, hein ? Jack Black. Jack Black, ouais. Ouais, mais il y avait Shia LaBeouf, je pense. Ouais. T'es sûr ? Je me rappelle. Ouais. Enfin bon, ouais. En tout cas, bon voilà, des films... film très noir par contre, effectivement, c'est Saw le premier de James Wan. 2005 aussi, Saw. Ah ouais, le Saw, ouais, c'était bien ça. À l'époque, c'était pareil, hein, ça a lancé aussi toute une série de films, tu sais, comme Hostel. Ça a lancé comment on dit, l'horreur sanglante. Non, ça s'appelle on aime la violence, ça s'appelle c'est un nouveau cinéma, hein, c'est quelque chose. D'ailleurs, c'est passé de non, qu'est-ce que j'ai. Il y en avait beaucoup des films comme ça dans les années 70. Oui, mais il n'y en avait plus depuis un moment. Et puis là, ça a lancé c'est du fétichisme sur la violence. Ouais. C'est des films fétiches, hein. C'est ça, mais après, c'est le premier. T'as vu, c'est passé de mode, hein. On en a plus de. On en a eu combien ? 9 ? 10 ? Putain. Par contre, James Wan, là, il carbure avec Insidious, hein. J'ai bien aimé le premier et le 2, hein. Là, il y a le 3 qui est sorti. Je suis un peu déçu que ce soit un prequel au lieu d'une suite. Ouais. Mais pourquoi pas, j'ai envie de le voir, je te dirais. Ouais. Si t'as envie d'en parler. Mais non, ça t'intéresse pas. Clément. C'est-à-dire que moi, c'est pas vraiment mon genre de film, ça. Ouais. Je suis pas très.
C'est du fétiche gore, gore fetishism. Voilà. C'est un peu ça. Il y en avait énormément des grindhouse dans les années 70. Ouais. Il y a une nana qui se faisait écraser les pieds par des presseurs de livres pendant que le mec se marre, avec le faux santou rose, tu sais, les fausses jambes faites en plastique silicone, tous ces films un petit peu trash. C'est sauce est revenu avec. C'est ça. Et puis c'est surtout aussi un peu le redémarrage des films de zombies, hein, parce que Land of the Dead. Hein. Land of the Dead. Et en plus c'est Romero. Hein. Ouais. Ouais, là, c'est son retour parce qu'il a fait Land, après il y avait Diary, puis il y avait le dernier, c'était Land ou je sais pas quoi. Il y avait, c'est ces 3 derniers. Et là, ça relance vraiment, tu vois, parce que là, bon, aujourd'hui, le zombie a quand même une place hyper importante dans le cinéma. À toutes les sauces, comédie, série. Mais c'est sa nouvelle trilogie, tu vois, c'est le premier de sa nouvelle trilogie. Ouais. Mais on est loin de l'autre trilogie entre La Nuit des Morts Vivants, Dawn of the Dead et Day of the Dead. Day of the Dead, c'est l'apothéose du film de zombies. Snyder, Dawn of the Dead. Très bon remake. C'est 2004, je crois. 2004, donc on n'est pas loin. Donc voilà, c'est vraiment cette mouvance-là du. Ça, c'était un super remake, ça, Clément. Ouais. Ça, c'était vraiment intéressant. Ouais. Très très bon film. Effectivement, voilà. Et puis, donc, au passage, d'ailleurs, Edgar Wright qui pointe le bout de son nez avec Shaun of the Dead. Ah bah voilà. Voilà. Donc, on n'est que 3 zombies là de suite. Hein. Ouais. Simon Pegg, Nick Frost. Bah, c'est l'ouverture d'Edgar Wright aux Américains et aux Européens. Ouais, la trilogie Cornetto, premier épisode. C'était quoi? C'était Shaun of the Dead, Hot Fuzz et... Le dernier peuple avant la fin du monde. Et le dernier peuple à la fin du monde. Qui était... Le montage de ces films s'améliore à chaque fois. Et le dernier pub... Putain, mais il y a des séquences, il y a des plans. On regrettera malheureusement qu'Ant-Man n'ait pas pu être réalisé par Edgar Wright. Tu te rends compte, un film Marvel réalisé par Edgar Wright. Surtout Ant-Man, c'est tellement comique. Quelle tristesse. Qu'est-ce que ça aurait pu être bon. Je veux pas être méchant sur ce que parce que c'est quand même ouais voilà bon mais je pense qu'on sera... quand même prendre Paul Rudd pour jouer Ant-Man. Paul Rudd c'est pas tout quoi. Mais je suis sûr génération de comiques quoi. Donc bon pourquoi pas mais je suis sûr qu'on va tomber sur un film banal Marvel. Sans plus. Je pense pas qu'on va avoir quelque chose qu'on va se souvenir comme tu vois le Dread 2000. Pardon, je veux dire le Dread 3D ou tous ces films de super-héros qui amènent quelque chose de nouveau, de rafraîchissant. Ouais, c'est sûr. Tiens, d'ailleurs, en parlant de super-héros, ça me fait penser que c'est aussi le retour au cinéma de Robert Downey Jr. après une longue pause de désintoxication avec Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black. Mais oui. Et encore un teen acteur là, parce que Robert Downey Jr. jouait dans des films avec Molly Ringwald comme The Poser Artist, c'est ça, The Pose Artist. Il était aussi rapidement dans Weird Science à jouer des bullies dans les centres commerciaux. Mais c'est quelqu'un qui a eu une carrière jeune acteur comme John Cusack. A tourné énormément de teen movies dans les années 80, dramatico-romantiques. Là c'est le retour, c'est ça. C'est ça. Et puis c'est aussi alors bon, Scarlett Johansson tournait déjà pas mal, mais c'est aussi un peu son avènement au cinéma avec Match Point de Woody Allen. Carrément. Qui est quand même l'un des meilleurs Woody Allen. Après il y a eu Black Dahlia et tout ça. Scoop aussi. Scoop, qui est pas loin aussi. Et puis c'est pas mais bon, Woody Allen il s'arrête pas de toute façon. C'est quoi, c'est un film par an maintenant? Ah oui, c'est quasiment ça. Hein. Il a un gros rythme. Avec Blue Jasmine. Mais il en quoi, écoute, je pense qu'il doit se sentir de plus en plus vieux. Il doit se dire moi j'ai un tas de choses encore à dire donc. Il a raison. Continue à produire. Ces films sont quand même assez réussis, moi je trouve, même s'il en fait beaucoup. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un Woody Allen. Il arrive, je trouve, à quand même à relativement se renouveler, même si c'est pas. On a qu'à se mater Bananas. Ouais. Bon, et puis il y a aussi l'excellent Monsieur et Madame Smith de Doug Liman avec Brad Pitt et Angelina Jolie, qui reste quand même un film sympathique. Puis c'est un film intéressant puisque c'est à ce moment-là qu'ils se sont mis ensemble. Non, ça t'inspire pas? Ah oui, mais je sais, ça me revient, les deux agents secrets qui sont un couple, qui sont l'un contre l'autre. Ouais, c'était sympa ça, c'était très amusant. Il y avait des super séquences d'action là-dedans. Il y avait des 7 pistes d'action qui étaient intéressantes, Mais tu vois là, tu me le rappelles, j'avais complètement oublié ce film. Ouais. Et pareil, au rang des films action, il y a aussi Domino. Alors on n'en parle pas trop de Tony Scott. On n'en parle pas trop de ce film, c'est marrant. On l'a vite oublié et pourtant il est vraiment très bien. Keira Knightley qui reprend le rôle d'une vraie tueuse à gages qui s'appelait Domino. Et qui raconte sa vie, un petit peu ses étapes dans sa vie en tant que tueuse, chasseuse de primes. Mais qui était chasseuse de primes un petit peu LSD quoi. Ouais, c'est ça.
Ouais. Avec le grand Mickey Rourke, là, moi je le trouve excellent dans ce film aussi. Mickey Rourke. Et puis Edgar Ramirez, aussi, marrant, cet acteur qui il nous faudrait... aussi, il était bon, lui. Tu sais, il nous faudrait un film d'action avec Mickey Rourke et comment il s'appelle, et l'autre de la série télé sur les bikers, là, celui qui fait la voix dans tous les Fallout. Ouais. Qui est Ron Perlman, tu trouves pas? Ouais. Ça me fait penser aux deux Stokos, Papy, mais qui ont pourtant, j'ai l'impression qu'ils ont plus de force, tu vois, que les Schwarzy et les Stallone. Ouais. Parce que c'est les underdogs. C'est les vrais underdogs du cinéma américain, et pourtant, putain, ils ont une musculation, une force incroyable. C'est clair qu'ils ont endurci, quoi. Ouais. Et autre film intéressant, moi je trouve un peu dans le même genre, c'est History of Violence de Cronenberg, qui pour moi est le meilleur film de Cronenberg de loin. Parce que le suivant là, avec la mafia là, il était pas mal. De aussi. l'ombre, machin de ouais. l'ombre. Il était bien celui-là avec ouais, Viggo Mortensen. Mais je le trouve supérieur à History of Violence. Ah, je pense au contraire. Ah ouais. Ouais, je préfère Les Sentiers de l'ombre, c'était pas ça? Ouais. Ouais. J'avais bien aimé ça, j'avais bien aimé. History of Violence, c'était super aussi. Ouais, le fameux père qui cache. Maria Bello, et puis l'antagoniste Ed Harris, exceptionnel quoi. Ed Harris, ouais. Très bon. Il fait flipper. Hein. Ouais. Très bon lui, très bon, que ce soit antagoniste, protagoniste. Oui, puis c'est marrant de voir Mortensen dans un rôle comme ça, après Le Seigneur des Anneaux, on est 2 ans après la sortie de l'épisode. Ouais. Bah oublie pas, tu sais, on l'avait vu le fameux handicapé là dans le film avec Al Pacino. C'était un de ses rôles aussi, on ne connaissait pas encore très bien. C'était comment ça s'appelle, c'est la sorte de et si comment il s'appelle, le personnage de Scarface n'était pas mort. Ça faisait un peu penser à ça, ce film. Tu sais, le personnage de Tony Montana, s'il n'était pas mort dans ce siège à sa maison, s'il l'avait joué un peu plus cool, il était allé en prison et sorti. Et le film, c'est un nom propre, c'est un nom prénom. Bref, il jouait un handicapé dedans, c'est qui essaye de travailler avec lui pour se faire du blé, et il a une super scène dedans où il est obligé d'expliquer que tu vois son sexe marche plus, il est obligé de pisser dans une pochette d'urine, qu'il a plus rien, il a besoin de thunes parce qu'il essaie de l'arnaquer. Et voilà, mais Viggo Mortensen, tu vois, qui peut jouer tout et rien, hein. Ouais. Qui peut absolument assurer au cinéma. Hein. Ouais, mais on le voit assez peu. Dernièrement, il était sorti il a tourné dans un film qui se déroule, tu sais, je crois que c'est en Grèce ou en Turquie ou en Égypte, je me souviens plus. Et qui était pas exceptionnel. Enfin, on le voit beaucoup moins en tout cas. Dans des grands films. Ouais, voilà. Ouais, Seigneur des Anneaux, ouais, il a une flopée de propositions. Là, il en a un peu moins, mais toujours quand même présent. Hein. Ouais. Et ça reste un grand acteur, hein. Pour moi. Je crois qu'il a pas mal de thunes, il va en profiter aussi. Voilà. Ouais. C'est mais pas comme Bruce Willis, il n'a pas un ego. Je me souviens qu'il avait dit qu'il prendrait sa retraite et qu'il ferait plus de films. Hein. Il y a de ça 5 ou 6 ans. Et puis finalement, il a retourné. Mais non, c'est triste, mais ça se comprend en même temps. Je veux dire, c'est difficile comme métier. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon, Tommy Lee Jones derrière la caméra avec 3 enterrements, grand film aussi. Ah, le film des cowboys là. Ouais. Ah non, le film sur les bandits de la frontière américaine qui tuent des sans-papiers, c'est ça? Et il en prend un, il l'amène pour les enterrer. Ouais, c'était sympa ça. Il était dur ce film, mais il était vraiment. Mais c'est Tommy Jones, c'est ça qui a écrit et réalisé? Tommy Jones, ouais, il a tout fait. Ouais, on sent son amour pour l'Amérique au sud, hein, la frontière du Mexique. Il y a vraiment une passion là-dessus sur les différences de culture et la cohabitation. Ouais. Et dans le, enfin, alors pas tout à fait sur le même thème, mais il y a des liens. Il y a aussi Collision de Paul Haggis. Ouais, ça c'était du lourd ça. Qui est un chef-d'œuvre. Hein. Bon, ça c'est, je pense celui-là, enfin moi je le classerais dans des films incontournables quoi. T'es bon, hein. Avec un énorme casting, donc c'est des vies qui s'entrecroisent. C'est ça. Un peu comme Babel, hein. Ouais. Comme ces films britanniques de Noël là, tu sais. Ouais. Oui, mais bon là, version un peu dure quoi. Version drame, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et moi, je sais qu'il m'avait vraiment bien marqué. Ouais. Regarde, pendant que tu parles de cinéma anglais, je vois sur ma liste là, Layer Cake. Du Daniel Craig. De Matthew Vaughn, effectivement, le meilleur film de Daniel Craig. Il s'appelle comment dedans? Je me souviens plus. Non, tu peux pas, il a pas de nom. Ah bon? Ouais, le personnage de Daniel. Parce qu'il explique, c'est un film qui parle de la mafia pas italienne, la mafia britannique. Et il dit bien que la meilleure façon de jamais se faire traquer, de jamais se faire connaître, c'est de pas de révéler son nom. Et à la fin du film, je spoil. Attends, je reprends. Et ce qui est intéressant à la fin du film, une fois qu'on a le générique de fin qui apparaît,
On a, je crois que c'est 3 petits points, des points d'interrogation, puis on a Daniel Craig juste à côté. Donc jusqu'à la fin, on saura jamais quel était son nom. Surtout le Range Rover jaune canari. Oh ouais. Et qui était incroyable. Le fameux speech là de son boss qui lui dit que tu sais la vie c'est du layer cake, quoi, c'est de niveau en niveau, donc tu commences dans la merde et puis à la fin tu arrives à respirer de l'air absolu complètement propre. Ouais. On est passé un peu au monde fantastique science-fictionnesque avec La Guerre des mondes de Steven Spielberg. Grand film. Sérieux? Ben moi alors sur le plan technique je crois que j'en avais déjà parlé. Je l'ai vite fait oublier. C'est une démo absolue en termes de basse. Pas en termes d'image parce que malheureusement alors je sais pas elle est pas mal la 3D, ça va encore, non? Ah non, mais tu l'as vu récemment en Blu-ray? Non. Alors c'est une image qui est extrêmement bruitée, incompréhensible pour un film de 2005. Un bruit mais de folie du cache-misère. Mais c'est, je sais pas, un bruit, je sais pas comment il a fait ça. S'il a filmé fou et que pour rendre son film peut-être pour donner le côté 1940, ajouter beaucoup de bruit. Je sais pas. Pour que ça fasse un sort de faux grain. Moi j'ai beaucoup aimé ce film. T'as pas aimé toi? Non, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que là tu viens de me le rappeler, j'aurais complètement zappé. Ah ouais? Je l'ai oublié, j'ai complètement marrant. oublié. Je me souviens, maintenant tu sais, je me souviens d'une séquence qui était très bien jouée. Quand le pod sort de terre là. Ouais, moi je me souviens, c'est quand ils se cachent dans la cave. Et il y a des gens avec eux qui sont un peu fous. Oui, il y a un type, effectivement. Ouais, un type qui est carrément fou. Et puis il y a la fameuse séquence où la tentacule rentre dans la cave et commence à entourer tout le monde. C'était bien flippant. C'était sympa. Il y a une ambiance quand même dans ce film. Il y a une très bonne ambiance, surtout à la fin, quand ils comprennent que la neige rouge, là en fait, c'est la déshydratation des corps humains pour créer de l'atmosphère. C'était pas mal ça. Ouais, il y a ce flip. On reprend l'histoire d'H.G. Wells, mais en même temps, on reprend aussi ce qu'avait créé. Comment il s'appelle, monsieur Oscar Wilde, qui avait fait à la radio, tu sais, en faisant flippant à tout le monde sur l'antenne. Et puis voilà, c'est un peu ça, on reprend bien l'esprit et le sens de la guerre des mondes. Tu te souviens de la série télé aussi où c'était que le petit doigt qui pouvait pas se plier? C'était ça, la guerre des mondes. Ou c'était pas les Body Snatchers, la guerre des mondes, l'invasion des profanateurs. C'est sympa comme SF tout ça. Ouais. Les extraterrestres qui veulent tout de suite nous éliminer, on est vu comme une bactérie. C'est flippant. Ouais, si tu m'étonnes. Et puis alors c'est marrant parce que 2005 c'est aussi un petit peu le début de la période assez dense en termes de comics avec déjà Batman Begins, qui est pour moi pas le meilleur, ça c'est clair. C'est le premier donc de Christopher Nolan. Ouais, je trouve que c'est un très bon reboot. Si tu veux, on aura l'occasion d'en parler. Moi, je te dis, le 2, je le classe comme un chef-d'œuvre. Ah oui, non, mais Dark Knight, ouais. Mais celui-là, il est à la limite un peu du nanardesque. Vraiment. Wow. Ah oui. Intéressant. Ah oui. Ok. Et puis, il y a aussi Sin City, de Robert Rodriguez, Frank Miller et Quentin Tarantino. Qui reprend très bien la BD, qui rend hommage à Frank Miller. Très très bon, contrairement aux deux qui je trouve un peu poussif. La première histoire j'aime bien moi avec et la deuxième partie est un peu. Ouais, le film il est en deux parties, le 2 si on l'apprécie on s'arrête à la moitié. Ouais. Alors que celui-là était vraiment très très bien réussi. Le premier, oui, il y a des beaux plans. Technologiquement aussi, t'as la flopée de films qui copiaient le genre après. Ouais. Mais dans ce cas-là, t'as aussi en 2005, ça me fait penser à. J'avais vu cette affiche. Ah oui, voilà, parce qu'on retourne chez Clint Eastwood, je reprends. Et 2005, c'est aussi un autre grand Clint Eastwood, c'est $1 Million Baby. Ouais. Histoire dure, hein. Très dur, film dur. On sent la passion que Clint Eastwood a pour le drame, entre ça et Gran Torino. Et c'était quoi un de ces derniers là parce qu'après il a arrêté de faire du drame, il faisait un peu plus film qui soulève un peu les esprits, tu sais, comme le film sur le rugby. Le film avec Sean Penn là, qui est Mystic River. Qui est très très dur aussi. C'est ça, c'est la période noire de Clint Eastwood. L'injustice à son, tu vois, à son summum quoi. Très très intéressante comme vision de l'Amérique. Qu'est-ce qu'on pourrait également Tu sais que j'habite pas loin du Mystic River. Ah ouais. Quand je vais au boulot, je passe devant. À chaque fois, je passe devant le lieu de tournage. Là où il se prend une bombe dans la tête. Autre film dur aussi qui est très marquant, c'est Hotel Rwanda. Ah ouais, avec Hotel Rwanda avec Don Cheadle. Exactement. Avec Iron Patriots.
qui est ce film-là. Alors, c'est marrant, mais tu vois, c'est là je trouve qu'il a beaucoup servi l'histoire. Parce que le Rwanda, c'est un conflit qui était quand même assez loin, africain, etc. Et c'est là qu'on se rend compte que les casques bleus et bien sûr la France au premier chef, puisque à l'époque c'était les soldats français qui étaient basés là-bas, n'ont strictement rien fait pour limiter le génocide, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, le cinéma, on s'en sert beaucoup pour dire si les secrets, les choses cachées. Ouais, de la presse, hein. Ouais, mais je trouve que c'est un film qui a une importance, une grande importance, et qui est d'abord très très bien réalisé, et qui ouais, il a une vraie âme, ce film. Moi j'aime bien le regarder de temps en temps pour me rappeler à quel point. Ouais, tu me donnes envie de le revoir là, ouais. Mais tu sais, écoute, je vais te soulever un petit peu l'ambiance là. Je vais te ramener un petit peu l'ambiance. On va parler d'un autre film de 2005 de Michael Bay. Qui est pas mal, moi j'aime bien. Ouais, bah oui, c'est The Island. Donc effectivement. The Island, pas Islande, c'est un pays ça. Comment je t'embête. The Island avec McGregor, et Scarlett Johansson aussi, effectivement. Ouais, Scarlett Johansson, c'est marrant, je donne le nom des acteurs par leur rôle, quoi. Et alors ce film-là. Je crois que c'est un film aussi pareil qui a été techniquement, il y a vraiment un gap, je trouve, par rapport à ce qui avait été fait jusqu'à présent, tu vois. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a été tourné en numérique. Je sais pas, ouais. Et ça me choquerait pas, enfin ça me surprendrait pas. Techniquement, il est vachement réussi. Non, mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est comme film de carrière pour Michael Bay, c'est quand même un film où il s'est servi 2-3 fois de suite des images d'action pour mettre dans d'autres films. Donc c'est un peu, ça se voit que c'est une démarcation pour lui. C'est quand même un montage assez impressionnant. Et puis il y a quand même des séquences d'action. On pourra rien dire. Peut-être qu'on n'aime pas Michael Bay, on peut dire tout ce qu'on veut. C'est quand même un réalisateur qui sait monter des séquences de course-poursuite et d'action. Alors ça, elles sont impressionnantes. Le problème, c'est que dans les dernières qu'il fait, avec les Transformers machin, on pige rien. C'est juste 2 bouts de métal en 3D. En fait, c'est du bruit. C'est du bruit, c'est chiant, on comprend rien, ça saoule. En fait, ça fatigue. Et tu vois ce qu'il faisait avant. Comme là, voilà, on parle de The Island, ce sont des séquences d'action qui sont pas bruyantes, elles ont pas ce son qui va partout, on comprend très bien ce qui se passe, et on a même des dialogues entre les acteurs pendant l'action, tu sais, un peu comme ce qu'on voit dans Mad Max. Voilà, les séquences d'action avec dialogue, avec développement de personnages pendant l'action. Et là, il le faisait encore un petit peu, mais ça a changé tout ça. Ça a changé. Ouais, tout à fait. Alors, c'est marrant aussi parce que 2005, c'est un peu aussi une grande année pour les films historiques avec Alexandre d'Oliver Stone, qui est pas un grand film, mais qui se voulait quand même, tu vois, voilà. Et puis je pense surtout à Kingdom of Heaven de Ridley Scott, qui dans sa version de cinéma était pas terrible parce qu'il avait été. Il faut voir la version de Director's Cut, c'est ça. Mais qui dans la version de Director's Cut est assez incroyable. Il y a une réédition Blu-ray parce que le Blu-ray était sorti techniquement, était pas terrible. Et ils ont sorti cette année ou en fait l'année dernière une nouvelle version, un nouveau master qui est vraiment magnifique. C'est vraiment un très beau film. Très bon, ça va. Ah non, c'est un super film. Puis c'est marrant, on a quand même comment il s'appelle, Edward Norton, qui joue le fameux, j'ai oublié le nom, le roi là, qui a la peste. Et c'est bien parce que c'est quand même, tu vois, l'ego qu'il a, qui est très humble, qui joue derrière un casque tout le film, on ne voit jamais son visage, et qui joue très bien malgré ce casque, la voix qu'il a, l'émotion, le rapport, le contact, ce que je veux dire, le contact, l'apport qu'il a avec le personnage principal, comment il bouge, comment il monte, c'est quand même un acteur qui sait se démerder. Le problème, c'est chiant de savoir qu'Edward Norton est pénible sur les tournages. Parce que c'est quand même un très bon acteur. Écoute, j'espère qu'on le reverra après. Apparemment, il peut tourner avec Anderson, parce qu'on l'a vu dans Budapest et on l'a vu aussi dans Moonrise Kingdom. Et il jouait très bien là-dedans. Et puis avec le nom va m'échapper. Le film qui a remporté l'Oscar. Birdman. Ouais, Birdman. Mais voilà. Inaritu. Encore une fois, c'est un relou, quoi. Donc c'est chiant. Parce que qu'est-ce que c'est un bon acteur. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que il joue un peu son rôle en fait. Edouard, si tu nous entends, bref, si jamais tu nous entends, calme-toi parce que t'es bon, on veut te voir plus. Arrête d'être chiant. C'est ça. T'as pas besoin d'une caravane, ok? Tu te poses sur un tournage, tu regardes ce qui se passe autour de toi. Ouais. Puis biopic aussi pas mal là, Ray. Sur Ray Charles. Mais énorme biopic. Avec Jimmy Fox, Kerry Washington aussi, pareil. Qui
qui est vraiment aussi pareil un très bon film. Ouais, très très bon. Voilà. Très bon biopic. Aviator aussi, un biopic également. Scorsese qui nous fait du lourd comme d'hab. Hein. Voilà. C'était bon. Et Leonardo DiCaprio, je trouvais quand même toujours un peu. Très bon. Ouais, beaucoup de gens crachent dessus, comme quoi il joue que les mêmes rôles. Moi, je le trouve vraiment excellent. Ouais. Et puis là, tu vois la vie de l'aviateur et le cinéaste. Comment il s'appelle déjà? Pardon, Scarface, les anges volants, là, les anges de bataille. Je me souviens pas. Hunter. Je me souviens pas. Tant pis, je couperai. Ouais. Enfin, ouais. Bon voilà. Et puis je voulais aussi insister sur les films indés parce qu'en fait c'est quand même, si tu veux, les films indés. Bon, on a fait récemment. Toute une rétrospective sur Kevin Smith, où on avait dit qu'effectivement c'est un peu la renaissance des films indés dans les années 90. Je trouve que là 2005 ça date aussi, enfin ça marque le retour de l'indé avec internet et tout ce que ça va soulever après, voilà, à commencer par Garden State de Zach Braff. On est dans la naissance du hipster movie. Avec Nathalie Portman qui très important, qui est un très très grand film. Oh non, c'est un très grand film. Et Zach Braff, effectivement, qu'on a retrouvé là récemment avec. C'était Wish I Was Here, non, il me semble, voilà, qu'il a financé sur Kickstarter. En tout cas, moi je l'adore en tant qu'acteur, je l'adore en tant que réalisateur aussi parce que pour l'instant ce qu'il a fait c'est vraiment super. Voilà. Et puis il y a aussi un documentaire ce coup-ci dont peu de gens ont dû entendre parler, mais Dig, qui a été réalisé par Andy Timoner, qui est une réalisatrice qui a été d'ailleurs récompensée à Sundance dans la catégorie voilà, et qui en fait c'est un documentaire un peu historique puisque elle a filmé, si tu veux, la montée en puissance de deux groupes très proches et puis finalement très différents, que sont les Dandy Warhols et les Brian Johnson. Ah, c'est ça ce documentaire qui est excellent. Ça date de 2005. Ouais. Et je pensais que c'était 2009, qu'avec 2010. Non, 2005, qui est un excellent documentaire. La réalisatrice est très engagée sur les différents combats. Mais c'est pas elle qui a réalisé La décadence de l'Amérique aussi, là, sur le métal, enfin le glamour rock. Il me semble que c'est elle aussi. Il y en a deux, c'est Decline of the Western Civilization, 1, 2 et 3, donc c'est elle, et Dig, excellent. Donc en fait, tu vois les deux groupes au début qui sont en Portland, Oregon. C'est ça, et les mecs, bon, se shootent à la cocaïne. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Mais c'est si tu veux, c'est là, on est dans les années 90, au début du documentaire, où c'est le rock psychédélique, le rock psychédélique, et donc tu as les Brian Johnson's Massacre, où tu as le leader qui est incroyable et qui fait des trucs incroyables mais qui est trop shooté, quoi. Il leur arrive que des merdes, et les Dandy Warhols explosent. Dandy Warhols, je sais pas si vous connaissez, mais voilà, Bohemian Succession des Ramones, il y a beaucoup de choses. Je les ai vus en concert à Nîmes là, il y a 2 mois, toujours à fond, quoi. Toujours à fond. Super, ils ont vieilli, ils se sont calmés. Mais bon, voilà, ils font la promotion du cannabis aux États-Unis, puisque tu sais que maintenant que c'est. Il y a des États, on a l'Oregon en l'occurrence. Washington State, et puis on a c'est quoi, une partie de la Californie, mais c'est que médical. On a aussi le Colorado. De plus en plus, mais je crois que l'Oregon c'est l'État justement où ils ont tellement fait, l'État a tellement fait grâce aux taxes de bénéfices. Le Colorado, ils savent même plus quoi faire de leur argent. La police a enfin du temps à s'occuper d'affaires plus importantes, il y a moins de criminalité. Non, c'est incroyable, mais tu sais, c'est dépénalisé dans énormément d'États, mais c'est pas encore légalisé partout. Mais bon, tu vois, si on a genre Hillary Clinton qui passe au pouvoir prochainement, c'est sûr et certain que ça va être. Mais c'est vrai que le problème de la police en Amérique, c'est qu'il n'y a pas de petits délits en fait. C'est-à-dire que n'importe qui est considéré comme attends, c'est dépénalisé. Mais quand même, ils ont fait. Non, t'attrapes avec de l'herbe sur toi, tu te prends un PV, c'est tout, mais t'as pas un casier du judiciaire, c'est important. Mais tu sais ce qui va se passer, Clément, si l'herbe commence à vraiment être égalisée partout, on va avoir une nouvelle montée de films qui va expliquer un peu tout ça. Ça va être mise en scène, mise en ambiance, ça va créer de nouvelles histoires. Mais ce qui est intéressant, je trouve, tu vois, c'est que l'Amérique a trouvé un moyen de comment rembourser la dette de l'État. Là, on va vendre de l'herbe.
C'est dingue, hein. L'Amérique devient le plus grand drug dealer au monde. Pendant que tu sais, la French Connection, là, ils essayaient de faire la chasse, c'est ça. Bon, c'était la cocaïne. Mais... Avec Gene Hackman, oui, c'était la coke. Mais bon, voilà. Mais bon, la coke, c'est la CIA, ça, c'est tout ça. Voilà. Puis le dernier film indé qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est Sideways. D'Alexander Payne avec Paul Giamatti qui est exceptionnel dans ce film. Il est très bien. La quintessence du raté. Hein, ouais. Donc il va faire le tour des caves. Tu sais, c'est les deux potes connaisseurs voilà, en de Californie, vin. là, Ouais, voilà. c'est ça. Il leur arrive tout un tas d'histoires. C'est un réveil de conscience. Ouais. Moi, je pensais que c'était une étude de cas en voyant ce film au début. Et en fait, c'est pas du tout le cas, quoi. C'est vraiment une étape de vie, quoi. C'est une sorte de drame sentimental. Je sais même pas si on peut dire ça, non? Ouais, oui, si. Ouais. Si. Ouais. Bon, c'est comédie, quoi. C'est quand même. Ouais, non, c'est un très bon film. Hein. C'est chouette à voir. Sur le ton de la comédie, voilà. Ouais. Bon, bah, on a à peu près fait le tour de ce qui est sorti en 2005. Grosse année, quand même. Ouais, pas mal, ouais. Franchement, surtout pour 85, on a quand même des films qui sont sortis, tu vois. Je retourne un petit peu en arrière, mais tu sais, on a parlé de Retour vers le futur, Terminator, Freddy, et ce sont Freddy, ça fait un petit moment. Les Goonies, mais tu vois, c'est des films qui ressortent toujours aujourd'hui. Ah, mais c'est des films qui ont marqué toute une génération et qui ont marqué l'histoire du cinéma. Hein. Voilà. Et enfin bon, forcément, on a mis beaucoup. En préparant l'émission, moi j'ai beaucoup plus mis l'accent sur les films de 95 et 2005 parce que ce sont mes années un petit peu. Mais c'est vrai que plus on avance dans le temps, plus on retient de films quand même. Parce que forcément il y a plus de sorties, mais il y a quand même, je trouve, des films de qualité et c'est quand même aussi un joli pied de nez à tous les gens qui disent que au cinéma tout a été fait. Et que les bons films sont déjà sortis, que le cinéma est mort. Non, mais ça, il faut pas exagérer. Moi, je crois que voyons. Non. Et puis on le voit bien avec cette année 2015. Regarde l'année de fou furieux qu'on a. Non, mais on a beau se plaindre des films de super-héros, on a beau se plaindre des remakes, des reboots inutiles. Je suis le premier à m'en plaindre, moi. Mais bien sûr, on sait tous qu'il y a toujours de très bonnes idées qui sortent. Il y a toujours de très bons films qui sont là. Le problème, c'est que forcément, les mauvais films vont beaucoup plus parler d'eux que les bons. Ouais. Voilà. Et puis, il faut pas oublier que quand même, dans les années 60 et 70, où les gens disent c'est les années Kubrick, il y avait que d'excellents films. Je suis désolé, c'est l'époque du Grindhouse. Il y avait énormément de très mauvais films qu'aujourd'hui ne pourraient même pas paraître au cinéma. Non, c'est sûr. Les standards se sont énormément élevés. Ah oui, non. Même sur YouTube, hein, tu veux que je te dise, les amateurs sur YouTube aujourd'hui arrivent à faire des choses mieux que des films à l'époque. On fait une petite parenthèse pour finir là, cet été, parce que bien sûr il y a un film indépendant qui est sorti, qui est même allé à Cannes. C'est donc Kong Fury. Oui. Voilà, Kong Fury, réalisé par des gens de Scandinave ou Finlande. Je crois bien, ouais. Ouais, je me trompe un petit peu là-dessus. Enfin, du Nord, en tout cas. Et j'exagère parce que pourtant j'ai parlé avec le réalisateur, l'acteur et le producteur. Voilà, j'ai participé au Kickstarter. J'ai donné une petite somme qui m'a laissé parler avec eux sur Skype, discuter. Donc ça fait plaisir d'avoir suivi une production, tu vois, qui est enfin finalement sortie, qui est gratuit et qui va être aussi possible d'acheter en Blu-ray, qui sort bientôt. Et voilà, tu vois, on finit l'année avec des films vraiment impressionnants qui sont gratuits et qui sont aussi accessibles à l'achat. Ça veut dire que ce sont des réalisateurs qui ont tout compris au futur comment vendre un film. Ça sert à rien de faire confiance au studio, de croire que le téléchargement ça va tuer l'industrie, c'est faux. C'est vrai que ça l'a pas ralenti, mais ça a un peu réduit. Ça l'a modifié, mais en fait, regarde, ça l'a modifié. On arrive quand même toujours à avoir des films avec des budgets. Il faut savoir vivre avec son temps, c'est ça. Là, on est juste des vieux véreux qui essayent de faire chier les 3 créateurs de Pirate Bay. C'est ça qui se passe en fait. Et rien d'autre. Je sais qu'en France, on a Adopi qui est casse-pied, mais c'est simple. Quand on a un produit, si on crée quelque chose, on le produit, si ça vend, c'est que ça marche. Alors, il faut s'attendre des fois qu'on produit de la merde, ça va pas très bien marcher. Surtout à l'époque, on peut tout télécharger. Faut faire attention à ça. Ouais, et puis on reviendra aussi dans un épisode du podcast Tech. Bon, on avait fait un épisode sur les Blu-ray défectueux. Donc voilà, je veux dire, comment tu veux investir dans des Blu-ray? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on vous déconseille totalement d'acheter des Blu-ray à l'heure actuelle, sachant qu'à la fin de l'année, il y aura déjà les premiers Blu-ray 4K. Je pense, fou, hein. Voilà. Et si c'est pour se refaire à nouveau une Blu-ray Tech, c'est chiant. C'est voilà. Non, mais
si vous êtes toujours là à nous écouter, on vous propose d'investir dans le c'est chiant parce que c'est du virtuel, mais voilà, c'est le téléchargement, enfin le téléchargement légal, hein, comme on dit. Ouais. Mais le problème, si tu veux, c'est qu'il n'y a pas d'offre pour l'instant de qualité qu'on propose. Non, mais tu sais, ça viendra peut-être. La montée de Netflix nous propose déjà les nouveaux films qui arrivent. Ouais, mais la qualité est quand même pas trop au rendez-vous. C'est ça, il faut attendre, on y est presque. Mais le problème, c'est que voilà, au moins il n'y a pas une perte, parce que je peux te dire que moi les VHS j'en ai un peu trop. Alors, les DVD j'en ai vraiment. Non, mais s'ils arrivent à faire ce qu'on fait au niveau de la musique, par exemple, tu as des offres qui sont hyper intéressantes. C'est ça. Tidal qui te propose au moins la qualité CD. Ouais. Cobuzz qui te propose carrément pour certains la qualité master audio. Master audio encore mieux que du FLAC. Voilà, donc encore mieux que du CD. Même pas compressé. Des offres accessibles. Il faudrait qu'on ait la même chose pour le cinéma. Mais ça viendra. Tu sais, je pense que ça viendra, on n'y est pas encore. Je pense qu'il faut encore montrer que les gens s'énervent, commencent à voir que c'est de l'abus, et après tu vas voir, on va passer sur un truc plus correct. Ouais. Ça prend du temps. Tout à fait. Mais voilà, je voulais finir sur Kung Fury parce que c'est vraiment un excellent film. C'est une lettre d'amour aux années 80. Ça rend hommage à toutes ces choses-là qu'on a aimé, tout ce qui est Van Damme, David Hasselhoff, film d'action, tous ces trucs comme Sudden Death. Surtout. Énormément le kitsch années 80. Tu vois les néons, la musique, l'électro, le new wave. Donc voilà, c'est un très beau film, assez impressionnant, et puis j'espère en voir un peu plus des films comme ça sortir de l'indépendant. Ouais. On est les années Kickstarter, on savait, je crois qu'elles ont commencé depuis longtemps. Il y a 5-6 ans maintenant. Mais je crois qu'on est à l'époque où Kickstarter sait comment elle fonctionne et voit ses possibilités. Tout à fait. Parce que quand on voit des films qui commencent à avoir des Kickstarts à 70 millions de dollars, c'est impressionnant. Alors, si vous nous écoutez, les réalisateurs de Dredd, pourquoi pas faire un Kickstarter pour Dredd 2 ? Ouais. Sauf si c'est une série télé. Voilà. Donc ça, Clément, je l'attends avec impatience, ce Dredd 2, même si je sais qu'on est loin de le voir en production. Ouais. Voilà. C'est clair. Bon, mais voilà les amis, c'était le season final d'HCFR, le podcast cinéma. On se retrouve en septembre pour la saison 3. Attends, arrête de dire que c'est la fin, il y a des enfants qui pleurent derrière. Ouais. Attends. Ouais, on se retrouve bientôt. Fin, ouais. Plus que 2 mois d'attente, avant de retrouver notre bilan blockbusteresque estival 2015. Wouhou! Voilà, et puis écoutez, on vous souhaite un excellent été. Allez au cinéma, il y aura certainement de beaux blockbusters à voir. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Voilà, et puis on vous remercie de nous avoir suivis encore cette saison. Les audiences sont au beau fixe, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup, merci de votre fidélité, de votre écoute. Et puis voilà, si moi ce que j'aime bien demander, Clément, aussi, c'est du feedback, c'est toujours intéressant. Ouais, écoutez, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur SoundCloud, sur iTunes, et puis bien sûr sur le forum HCFR. Ça nous fera toujours plaisir. D'accord ou pas d'accord, on lit tout. Exactement. Toujours intéressé, voilà, c'est ça. Exactement. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un là-dedans qui va nous dire que Mortal Kombat c'est vraiment de la daube. Ouais, c'est clair. Bon, allez, merci Xavier, et puis à la prochaine. Merci à toi Clément, ce fut vraiment un plaisir de se voir là à Paris, c'est sympa. Ça change, et puis là il fait bon, il fait frais, donc on est bien. Climat parfait pour le podcast. Parfait. Allez, on se dit à bientôt. Allez les amis, ciao. Salut.